j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est grâce à Fred Cham que j'ai lancé un café au 7 symboliquement quand même. Et du coup, 48 semaines plus tard. Tu m'as fait quoi? Tu m'invites pour faire le point? Exactement. Et regarde comment l'élève a dépassé le maître. Exactement. Non, t'as pas de podcast, toi? Non, moi j'ai Si, toujours. t'en as eu un. J'en ai eu plusieurs en fait. Genre j'ai fait plusieurs tentatives et parce qu'en fait c'est un médium que j'adore, mais j'ai jamais vraiment compris ce que je voulais faire avec. T'as fait un Joker avec Nathan Bensoussan notamment, Ouais. qui était un truc en public théoriquement. C'est ça, en public, dans un endroit où personne ne venait. Du coup, notre public, c'était des potes, en fait. Ok, et c'était quoi ce podcast? Vous faisiez quoi? Donc, on était au... maintenant, le bar s'appelle le Street Art. Ouais. Et c'est juste, on a pris une cave et on était 2 sur scène. En fait, la grosse histoire de ça, c'est qu'on avait fait une demi-heure ensemble. Ouais. Une demi-heure chacun ensemble, donc pour 1 heure. Et le premier soir, tous les potes sont venus. Et ensuite, on s'est dit, ok, personne va revenir. Ok. Parce que tout le monde connaît le spectacle, personne va revenir. Donc pour les prochaines, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec n'importe quoi. Ok. Et du coup, au lieu d'être un chacun et de jouer genre juste une demi-heure de stand-up, on va juste parler sur scène. Et moi, j'aime bien tester des choses. Donc j'avais apporté, il y avait une télé dans le fond, j'avais apporté un ordinateur. Et je dessinais une BD qu'on improvisait avec le public. Donc Ouais, c'est ça, c'est cool. C'était cool. C'était sympa. Après, j'ai essayé de faire du montage avec, de voir c'est quoi la forme. Toute la partie avec les dessins, est-ce que j'en fais une vidéo? Et du coup, j'avais créé un peu... testé plein de trucs. Et au final, il y a eu un mélange de le bar changeait de propriétaire, donc il faisait des travaux. Et nous, on avait... moi, je sais que j'avais une petite lassitude de ça parce que je trouvais pas bien. Le montage, ça me saoule un peu. Ok, du coup après avec Nathan t'as lancé le Court Circuit Comedy Club aussi. C'est assez marrant cette relation avec Nathan Bensoussan quand même. Ouais, je crois que j'aime bien la dynamique qu'on a parce que c'est quelqu'un que je fréquente pas vraiment dans la vie. J'aime bien les petits jeunes. J'aime bien les petits jeunes quand ils m'accompagnent. Et non, en fait c'est qu'on a commencé à peu près en même temps. Et du coup c'était amusant d'avoir quelqu'un qui a commencé lui à 18 ans, moi vers 24 je crois. Donc on a à la fois une différence d'âge, mais on a les mêmes... Même expérience sur scène, enfin même temps de scène quoi. En tant que scène, oui, et en plus de nos... comment on appelle ça? Nos références sont les mêmes. On parle de pop culture de la même manière, c'est juste qu'on a 5-6 ans de différence. Ouais. Donc c'est un peu une relation grand frère-petit frère, et moi j'ai déjà l'habitude d'être un grand frère. Ok. Du coup je maîtrise ce genre de relation. Ok. Et Putain, tu l'as pris à cœur ce rôle, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Tu fais beaucoup de choses avec un enfant de 19 ans. Pourquoi? Et non, mais puis je pense que lui aussi, ça l'amuse. Je pense que ça nous a vraiment amusé tous les deux. Quand il a fallu faire une demi-heure, on s'est dit c'est évident que nous deux, on va bien s'entendre. Que notre humour, il est assez similaire pour que les gens qui viennent voir l'un viennent voir l'autre. Okay. Parce que c'est un truc qui m'a toujours gêné dans les demi-heures, c'est... Alors les demi-heures, faut dire, c'est parfois il y a beaucoup de shows qui sont en mode 2 comédiens qui prennent 30 minutes de scène chacun, et du coup c'est un spectacle d'1 heure avec 2 comédiens qui font 30 minutes. C'est ça. Et toi, ça te gênait de trouver, parce que parfois tu pensais qu'il y avait des demi-heures avec des gens qui étaient pas forcément compatibles. Ouais, parce que des fois ça peut arriver qu'il y en a un qui est je sais pas, un peu trop noir ou pas aussi je sais pas, subtil ou décalé en fonction de Noir, tu parlais l'autre. de l'humour évidemment. Ouais. Tu fais bien de préciser. J'aime les petits jeunes, je déteste les noirs. Parce que déjà il y a la photo avec c'est le nom du podcast. Avec ta crête et tout, genre je pense pas. Non, ouais, c'est en gros l'humour noir. J'ai déjà vu une demi-heure comme ça, je sais plus de qui c'était. Donc je connaissais un des mecs qui était un pote, et l'autre je ne connaissais pas. Et l'humour du deuxième avait choqué des potes, dans le sens où en fait ils étaient pas... S'ils avaient su qu'ils verraient ça, ils seraient pas venus. Donc c'est une grosse question, je trouve, l'homogénéité. Ouais, grave. Et en même temps la personnalité, parce que finalement moi et Nathan on a une personnalité différente. Du coup c'est ça aussi que j'aime, c'est que on s'apporte mutuellement des trucs. Ok. Écoute Nathan, si tu nous écoutes, je sais pas s'il va écouter cet épisode. Il m'a fait un gros big up à son épisode, donc big up à Nathan pour mon épisode. Les big up les moins street de l'histoire. Le big up entre Nathan et Fred quoi. C'est comme un check raté mais oral. C'est un check raté oral. C'est exactement ça. Et du coup, avant de repartir un peu sur le stand-up, tu dis que le podcast c'est un médium que t'aimes bien. On a rarement parlé de podcast dans ce podcast, c'est bizarre. Je peux savoir depuis quand ou qu'est-ce que t'aimes dans le podcast ou des choses comme ça?
En fait, alors ça fait partie des médiums que j'aime sans forcément en écouter tant que ça. Ouais. J'ai eu ma période où en fait j'ai découvert ça et je me suis dit mais c'est trop intéressant, c'est de l'audio, tu fais ce que tu veux avec. Les premières découvertes c'est par exemple Marc Maron, Mhm. donc What the les fuck. interviews, ouais. Et en fait je me suis mis à un podcast qui s'appelle Harmonton Ouais. et On qui a est le beaucoup parlé. podcast de Dan Harmon. Donc, il y a une époque je parlais que de ça. Oui, je m'en souviens. Et qui notamment lui aussi est public en fait. C'est juste Dan Harmon qui après s'être fait virer de la série qu'il avait sur la NBC a décidé de parler à ses fans et de juste monter sur une scène avec ses potes, boire des coups et faire des blagues. Ok. Et c'est un peu ça qu'on essayait de faire avec Jokers en fait. Ok. Le côté tu parles avec ton pote mais devant un public et la pression d'avoir un public te rend plus drôle que si t'es Bah ouais, comme bien ici sûr, sur bien un sûr. canapé Ouais. Là, on et a en pas même l'impression. temps, tu as le temps, comme tu assumes que c'est un podcast, des fois tu es posé et tu parles d'un sujet. Le dernier qu'on a fait de Jokers, on a eu une fille qui s'occupait de jeunes en difficulté dans un collège. Ouais. Elle nous a raconté des petites anecdotes et elle était plus passionnante que nous. Ok. Et c'était notre seul public. Il y avait nous deux sur scène, les potes Rémi Boy et Joseph Roussin, et elle qui était venue Ok. parce qu'elle avait vu l'affiche sur Billet Réduc. Et elle s'était dit, tiens, il y a un spectacle près de chez moi. Ok. Billet réduit comme quoi. Hein. Ouais, mais je crois qu'elle a vécu une expérience particulière. Ouais. Descendre dans une cave pour écouter deux mecs jeunes C'est vrai. parler sur scène. Et du coup, ouais, donc Dan Harmon, c'est le seul que tu consommes vraiment en termes de podcast. Ouais, Et d'ailleurs, tu m'en avais parlé, toi, à l'époque, où c'est vrai que Dan Harmon, il a fait... Moi, j'ai vu juste un passage où il s'excuse pour les allégations de Megan Gantz. d'harcèlement sexuel qu'il avait eu. Et tu m'avais dit que c'était la façon de faire, entre guillemets. Enfin, cette personne a réussi un petit peu. C'est marrant, j'en parle parce que dans l'époque où tout le monde tombe, etc., et qu'on a l'impression que personne ne sait se défendre, il y a un. Enfin, personne ne sait se défendre. Personne ne trouve le moyen de s'excuser ou de redevenir une bonne personne ou de se réintégrer en tant que personne qui a fait ça dans le passé. Bah, cette personne, pour toi, et après l'avoir écouté, je pense aussi, a été un des meilleurs exemples de personne qui a fait ça, quoi. Ben, en fait, c'est beaucoup. Comment on va dire ça Dan Harmon a été accusé d'agression sexuelle, c'est ça, ouais. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a mis sur Twitter que 2016 ou 2017, c'était vraiment l'année des connards. un Ouais, peu. ouais. Et une de ses collaboratrices, Ouais. donc Megan Gantz, qui bossait sur Community, lui a dit et du coup toi, quand est-ce que toi tu avoues, tu vois, genre. Ok. Et du coup il s'est mis à lui parler et en fait ça faisait des années, notamment si tu écoutes tout Harmonton, Mhm. tu le vois évoluer, tu le vois être dans une relation où il est super amoureux mais pas encore pas encore un être complet. Ouais. Il est encore un être qui a beaucoup de problèmes. Et tu le vois se marier, tu le vois divorcer, tu l'entends changer, en fait. Et au stade où il s'est fait on dit call out, dénoncer, Ouais. en fait, il avait complètement la matière à pas juste être défensif, Mhm. comme on a vu des gens comme Louis C.K. qui est complètement sur la défensive, qui est Ok. un peu en mode... On pourra en reparler. Moi, je pense pas qu'il ait été tant sur la défensive, mais on peut en... Justement, en fait, c'est que c'est des arguments de quelqu'un qui cherche constamment à contrôler son image, là où Dan Harmon a fait complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a complètement assumé d'avoir pas été correct et d'avoir Louis été... C.K. en 10 ans, parce que là on parle de deux personnes donc du coup qui sont pendant l'hashtag MeToo ont eu des problèmes, etc. Louis C.K. en écrivant dans sa lettre, du coup j'ai été une personne qui parlait et maintenant je vais être dans le silence pendant très longtemps, c'est pas quelqu'un qui s'occupe de son image, ça. Si, parce que c'est parfait. Il accepte de disparaître, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a le ton de la lettre. Mais Il y a c'est le- une lettre, c'est pas lui qui l'a lu, tu vois, genre, on a inventé un ton, je trouve, à cette lettre, mais je vois ce que tu veux dire. Et- Ah non, oui, quand je dis le ton, je parle de la manière dont il utilise ses arguments, En vrai, là, bon, ce serait beaucoup plus compliqué d'analyser ça, et je sais pas si c'est à moi de le faire, mais mais du coup, la façon dont Dan Harmon l'a fait, c'est quelque chose qui vient de quelqu'un qui a cherché d'abord à comprendre et à exprimer aussi, c'est pour ça qu'il l'a fait dans son podcast, il l'a fait en public, à exprimer aussi pourquoi il a compris que c'était mal et Ouais. comment ça s'est passé, pourquoi ça a été mal, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour le changer, etc. Ok. Et c'était quelque chose de tellement complet que la personne qui a été la victime de ça
a même dit elle-même que C'est en vrai. fait ça lui a fait du bien de l'entendre et que c'est elle qui a sorti que c'était une masterclass d'excuses. Ouais. Ce qui est pas forcément une bonne chose à dire parce qu'au final c'est toujours le truc de plus t'apprends à des gens des potentiels agresseurs à genre s'excuser à Oui. avoir des armes pour se protéger eux, Bah, plus ils sont capables de les utiliser pour continuer à faire du mal. ouais, grave. Mais Ok. mais du coup, voilà, c'est le truc avec ça, pour moi, Harmonton, c'est beaucoup un podcast sur comment quelqu'un qui a des problèmes change, Ouais. et surtout comment un mec blanc cis-hétéro au sommet de son art devient quelqu'un de plus ouvert au reste du monde, qui lui mettait dans les mains de l'espoir, genre oh, c'est un génie, il a changé nos vies Ouais, avec son génie. Et comment lui, il a appris à en fait gérer cette position en ne devenant pas Rick de Rick and Morty, justement. Ok. Ouais. Et pour moi, Rick and Morty, c'est ça, c'est la pire personne qui pourrait devenir avec ce pouvoir-là. Ouais. Et peut-être finalement, comment il va apprendre à ne pas l'être. Ok. Bah écoute, c'est un peu cathartique, j'ai l'impression aussi cette histoire. Et c'est pour ça, moi je sais que j'ai commencé le stand-up parce que j'ai vu Louis C.K., je me suis T'es intéressé... monté à Paris d'ailleurs pour faire du stand-up. Ouais. Ça, je l'ai appris récemment. Je sais plus, on était à une scène récemment et t'as dit que t'étais monté à Paris exprès pour ça, quoi. Ouais, je suis en fait, quand j'ai découvert le stand-up je connaissais déjà un peu avant, mais c'est beaucoup la série Louis qui m'a vraiment fait... Comment t'en es arrivé à regarder la série Louis ? C'était la période où je téléchargeais énormément de séries. Ok. Et c'était juste, dès qu'il y avait une comédie dont des gens parlaient, je regardais. Et il y a eu ce moment, je pense que c'était le début où j'étais sur Twitter, il y a eu ce moment où plein d'Américains disaient « Louis, c'est formidable, Louis, c'est formidable ». Ouais. Et ça devait être vers le 5e épisode de la saison 1. Ouais. Et je me suis mis à télécharger et j'ai dévoré ça et j'ai suivi tout le long. Ok. Et Et en quoi la série Louis, tu crois, t'a marqué plus qu'une autre série et a fait que ça t'a donné envie de partir à Paris pour faire ça, quoi ? je pense que écouter une personne comme le personnage de Louis dans la série, Ouais. qui me ressemble, qui est pareil, un mâle blanc cis-hétéro qui aime la comédie, mais qui a pas l'air d'être quelqu'un de beau, quelqu'un de fun, et qui a une C'est marrant parce que honnêteté. tu dis il me ressemble et tu redis mâle, blanc, hétéro, je comprends, mais je pense qu'il te ressemble dans plus de points dans la deuxième partie de ce que tu viens de dire, quoi. Pour moi, ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème systémique. Il a que des problèmes qui semblent être des choses que tu peux modifier. C'est quoi la différence entre un problème systémique et un problème que tu peux modifier ? Un problème systémique, c'est quelque chose que la société t'impose. Ok. Genre, t'as un problème parce que t'es comme ça. Ok. Un problème pas systémique, c'est par exemple... ok, il y a peut-être un problème systémique envers les moches, mais t'as des moyens d'être stylé. Ok, ouais, je sais ce que tu veux Donc, dire. quand t'es quelqu'un qui est pas stylé, tu pourrais faire des efforts. Après, des fois, t'as pas le temps, des fois... Voilà. Mais en tout cas, c'est un problème qui est pas systémique. Il n'y a pas un problème systémique Ok, ouais, envers ouais, les moches. Oui, je vois ce que tu veux dire. À certains niveaux. Et non, parce qu'après, tu pourrais prendre la grossophobie, tu pourrais prendre des trucs encore précis et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ressemblait à quelqu'un qui pourrait faire les efforts de changer Ouais. comment il fait sa vie. Et la série montre ça très souvent. Montre souvent lui dans un module où c'est lui le loser, où c'est lui qui a tort. Et il a écrit la série comme ça, en mode c'est quoi la pire réaction que je pourrais avoir à ce moment-là ? C'est quoi la réaction la plus naïve, mais de la mauvaise manière ? Ouais. Et T'étais à quel stade de ta vie quand t'as découvert la série, toi ? je me sentais un peu pareil. Je sortais T'étais du où bac. si t'étais pas à Non. Paris ? J'étais à Grenoble. Grenoble. J'étais dans une période où je sortais d'un diplôme d'infographie, mais j'avais pas envie de faire de l'infographie. Classique. Et ouais, je me disais, en fait, il faut être très créatif, et j'ai pas envie d'être créatif pour ça. Et je m'intéressais beaucoup au montage, Ouais. mais je savais pas comment faire du montage. On essayait de faire une web-série, c'était la grande période des web-séries, Le Visiteur du Futur, c'était les premiers podcasts, c'était la première année de Norman, c'était des choses comme ça. T'es très au fait des choses comme ça qui se passent sur Internet, quand même. Ouais, c'était nous, on était avec des bandes de gens
comme moi un peu, et on était tous en mode oh, il y a ce truc internet qui va nous permettre de réaliser des courts-métrages, de réaliser des sketchs, de tenter d'être quelque chose. Et avec cette espèce de pression de comment est-ce qu'on devient quelqu'un et en même temps, comment est-ce qu'on devient quelqu'un? Genre, le côté philosophique de la question. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment perdu dans l'un et dans l'autre. Ok. Et Louis, ça répondait aux deux. Quoi. Ouais. C'est, la réponse, c'est être honnête sur scène et apprendre à écouter les autres et à s'améliorer constamment et à être honnête avec tous les endroits où tu ne l'es pas parce que c'est ça qui te bloque. Et la série parle comme ça. Du coup, tu penses un peu comme moi. Enfin, après, il y a d'autres façons de l'être, mais que une des façons d'être le plus drôle possible, c'est d'être le plus en phase possible avec toi-même, quoi. Je pense que faire rire beaucoup, c'est pointer un problème. Donc, plus t'es honnête avec tes problèmes, plus t'es en mesure de les regarder, de comprendre ce qui va pas dedans et de les résoudre par une pirouette. Quel est le premier problème réel que t'as identifié, que t'as utilisé comme arme sur scène? Premier problème. Je pense que le problème général que j'ai, c'est que je suis hyper défensif, mais par l'autodérision. Ok. Genre, ouais, genre tu peux pas m'atteindre parce que de toute façon j'ai fait toutes les blagues sur moi avant. J'aime bien ce principe. Et c'est vraiment, mon nom entier, c'est une de mes premières blagues que je continue de faire aujourd'hui. C'est que je m'appelle Frédéric Chameau. Ouais. Et que c'était des années de harcèlement à l'école. Ah et, oui. Sur le nom? Sur le nom Chameau? Alors non seulement sur le nom, mais en plus ils ont réussi à trouver au moment du collège, à un moment ils m'ont vu assis par terre avec une capuche sur la tête et je ressemblais aux réfugiés qu'on voyait à la télé à l'époque, donc on m'a appelé Kosovar pendant toute la première partie du collège. Ah merde. Jusqu'à ce que je déménage. Donc l'idée que on te retire. Moi j'avais commencé à m'habituer que ok, je m'appelle Chameau. Ouais. Plein de gens me connaissent avant même que je les connaisse. Ouais. Parce que quand t'as un nom rigolo, les gens je sais pas, les gens parlent de toi. Ouais, et après ils disent c'est toi Chameau. Je connais pas. Et après j'ai subi la même chose mais avec un nom qui n'avait rien à voir avec moi. Et ça pareil, je pense que j'en ai eu des séquelles qui ont disparu quand j'ai commencé à être rigolo. Okay. Avec des potes et tout. Okay. Et en vrai, elles disparaissent pas. Ah ouais? Ça a déjà changé ton comportement. Okay. Ça t'a déjà influé. Et je pense que pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes qui viennent de l'autodérision et qui ont déjà subi du harcèlement ou des trucs comme ça, quoi. Ou qui sont des bullies. C'est-à-dire que leurs problèmes, ils ont réussi. Ouais. Des fois, c'est juste t'es drôle parce que tu sais comment te moquer des autres encore mieux qu'eux. C'est vrai qu'il y a les bullies et les bullies en fait dans les loges du stand-up, quoi. C'est toujours le côté quand tu sais ce qui fait mal parce que tu l'as vécu, c'est plus facile de le faire subir aux autres. Et t'as même une longueur d'avance quand tu y as bien pensé. Tu vois. Je sais que moi j'ai déjà été bully. Enfin, j'ai déjà été le harceleur. Ah, t'as déjà harcelé? En mode, j'ai déjà trouvé des surnoms à des gens. J'ai déjà embêté. Ouais. Et j'ai compris une fois, d'ailleurs en retrouvant un vieux pote du CM2, où on parlait un peu de la période où on était les nerds caïds. C'est les pires. On n'était pas avec les sportifs, on était que tous les deux, on faisait les 400 coups à deux, mais en même temps on était des nerds, on construisait des blocos en déjà, sable. Quand tu parles de ton enfance en disant j'ai fait les 400 coups, c'est que ça devait pas être très grave quand même. Non, j'ai gagné beaucoup de billes, c'est ça mes 400 coups de l'époque. Les sixièmes. Mais on faisait des trucs comme notre prof avait un système où elle donnait des bons points sous forme d'argent, c'était des bouts de papier qu'elle découpait et tout. Moi je savais me servir de l'imprimante, donc j'ai fait des faux billets à l'époque. J'ai déjà trouvé la clé des comment on appelle ça, des jus d'orange. Ok, Fred, je dois te dire un truc, t'as jamais été bully. Non, voilà. Je préfère que tu le dises. Non, voilà, ça c'était juste pour donner le stade de à quel point j'étais cool au CM2. Et par contre, quand quelqu'un nous embêtait, on était capable d'être assez vache avec lui. Et en fait, en reparlant, moi je me suis toujours vu comme personne nous aimait à l'époque, on était amis grâce à ça. Et en vrai, quand on a rediscuté avec ce pote que j'ai redécouvert il y a longtemps après, on s'est croisés, on s'est dit tiens, on va se revoir. Et en fait, ça nous est arrivé aussi de nous moquer très fortement de quelqu'un qui l'a probablement très mal subi. Le sujet du harcèlement à l'école, du coup, te tient à cœur. Ouais, genre je pense que c'est un gros sujet, que personne fait rien. Parce que c'est un sujet un peu pris pas très au sérieux, quoi. Ouais, mais ça m'a toujours choqué, quoi. Parce que c'est dur de mettre des règles à des enfants. On n'a même pas un mot, on n'a pas un mot qui définit le
harcèlement scolaire. Parce que je pense que les gens ont sûrement l'impression qu'un enfant, il se passe ce qui se passe, quoi. Ouais. Tu vois, il y a ce côté de bon, bah écoute. Il apprendra à Tu gérer. sais, c'est Louis C.K., je crois, qui a une blague comme ça quand il dit c'est dur d'être père parce que tu l'es en permanence. Et tu vois, il y a des grands trucs clichés de la vie qu'on a l'impression qu'il faut gérer, mais il y a des trucs parfois tu dis sans faire exprès. Et là après tu fais oups, désolé, fucked up. Tu sais, ah désolé, je viens de te choquer à vie, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Tu verras ça avec ta psy beaucoup plus tard. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Ok, donc ça c'est le premier truc qui t'a fait réfléchir et qui t'a fait te dire ok, j'ai envie d'écrire un texte un peu là-dessus, quoi. Non, en fait, genre, quand j'ai commencé à écrire des trucs, c'était vraiment plus. Bah, c'était vraiment naturel de me moquer de moi-même et de dire, genre, Eh, regardez, je suis nul à ça, je suis une merde à ça. Et c'est marrant parce que du coup, là, ça fait 5 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus, que je fais du stand-up. Et récemment, il y a le Nanette qui est sorti, le special de Anna Gatsby. Et qui parle de ça. Ouais, exactement. Qui parle de ce que c'est de faire de l'humour d'autodépréciation et au point où ça devient de l'humiliation, quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi, ça t'a changé ta vision de vouloir. Ça t'a donné envie de faire ton stand-up autrement? bah, ça a mis des mots sur un truc que je cherchais depuis un petit moment. De la raison pour laquelle j'ai toujours pas fait de spectacle d'1 heure. C'est pas parce que je manque de texte. C'est parce que j'ai beaucoup trop de texte qui est basé sur l'auto-humiliation et que je pense que c'est désagréable pour quelqu'un d'écouter ça, en vrai. Bah, Anna Gatsby, elle a l'air de dire quand même qu'elle a fait carrière là-dessus et que sa carrière s'est bien passée. Parce que je pense que tu peux le faire. Louis C.K. a fait une carrière aussi beaucoup là-dessus, c'est ce qui m'attirait beaucoup. En vrai, je pense bah, du coup que j'ai senti que c'était pas ça, donc je me suis jamais encore lancé là-dedans. Et le fait de voir Nanette, ça a mis des mots sur ça. Et du coup, ça m'incite à ok, comment je peux. Tu vois, comme je disais, être honnête avec ses problèmes, c'est aussi être capable de se dire bah mon problème il est rigolo, mais en vrai qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce que ça raconte vraiment ? Et comment je fais pour y trouver un nouveau twist qui répare vraiment le problème, quoi. Donc là c'est un peu le travail que je préférerais faire pour un spectacle, quoi. Ok, parce que tu dis justement que t'as pas fait de spectacle d'1 heure. Il y a aussi un truc parmi tous les gens que j'ai invités dans un café au 7, à part mon grand-père et Karim Kachour, je pense que t'es un de ceux qui joue le moins. Enfin, tu joues un peu moins. Le rythme auquel tu joues, c'est-à-dire que quoi, c'est 2 fois par semaine en moyenne, on va dire. Ouais. Voilà, c'est une bonne moyenne d'ailleurs. Enfin, c'est une moyenne que beaucoup de gens aimeraient avoir, mais tu vois, genre après, quand là, les gens que j'interviewe, c'est souvent un peu des staccanovistes de ça, tu vois, 7, 10, 20 fois par semaine. Toi, c'est une volonté, c'est un manque de volonté d'aller chercher des scènes, c'est que tu préfères jouer 2 fois par semaine. Déjà, qu'est-ce qui fait que tu joues un peu moins ? Je pense que c'est beaucoup pour que ça reste quelque chose qui m'amuse. Ok. T'as peur qu'en le faisant beaucoup, ça t'amuse plus ? Je sais qu'en le faisant beaucoup, ça m'amusera plus. Donc tu veux que ça soit un hobby ? Un peu, mais parce que j'ai vraiment, pour moi, le hobby c'est quelque chose de plus important que le travail, par exemple. Ok, et quand quelque chose devient un travail, je me mets à détester. Je comprends. Donc pour moi, genre. Mais tu penses pas qu'un jour tu vas devoir passer le cap si tu veux, tu vas par exemple faire 1 heure. 1 heure, tu peux pas faire 1 heure en tant que hobby, quoi. Je pense que si. Okay. En vrai, pour moi, c'est aussi un petit peu du vocabulaire. C'est pas vraiment une question de. T'as ce besoin de monter quand même ? De monter ? De prendre un micro, je veux dire, tu sens par cette urgence d'aller prendre un micro et d'aller jouer ? Ben. Je sais pas s'il y a une urgence de jouer, je sais qu'il y a une joie de le faire. Okay. Genre, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable et quelque chose que moi j'adore. Et du coup, ouais, il y a un truc de vouloir, tu veux retrouver ça, quoi. Okay. Par contre, j'ai déjà eu des semaines de jouer beaucoup à une époque, et bah, je sais que ça me rend ni plus ni moins heureux, mais je sais que c'est du travail et que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Et qui, au final, d'ailleurs, à une époque m'a aidé. Ouais. Maintenant, faudrait peut-être que je le réessaye, mais il y a eu une autre époque où j'ai pas vu la différence, en fait. Ok. De jouer intelligemment de manière sporadique ou de jouer de manière bête et méchante tous les soirs. La seule évolution que j'ai vue à un moment, c'était être à l'aise sur scène. Bah oui, mais ça compte aussi. Ouais, c'est une grosse part du truc, mais au final, c'est pas forcément... Ouais, ok. Genre, ouais, peut-être qu'il faudrait que je recommence à refaire une session. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une grosse session comme ça. Mais j'ai fait un autre moment où en fait je me suis aperçu, ah bah non, tous les soirs maintenant je suis au même niveau.
Et je me suis dit, bah, si je fais ça constamment, je vais plus aimer faire ça. Ok, je comprends. Et du coup, là, t'es dans le stand-up, mais en même temps, t'es un peu, on te voit pas tout le temps non plus, etc. Toi, de là où t'es dans le stand-up aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui joue depuis longtemps quand même, qui, voilà, quand tu es sur des gros plateaux, tu sais assurer, etc. Mais en même temps, qui joue pas non plus tous les soirs. Tu le vois comment évoluer déjà le stand-up français en ce moment, de là où t'es toi? Bah déjà, il va aller sur Netflix beaucoup. Ouais, il va aller beaucoup sur Netflix. C'est une vraie annonce. Je sais pas si j'ai déjà dit dans un café le 7. Il y a Tania Dutel, Jason Bruckers, Donald Jacksman et Shirley Soignon qui arrivent sur Netflix en 2019. Ouais, c'est marrant parce que avec des demi-heures. il y a notamment moi, Tania, je l'ai beaucoup croisé à pas mal de moments en jouant. Et c'est rigolo de voir des potes sur Netflix. Ouais, c'est ouf. Hein. On a des potes sur Netflix qui arrivent sur Netflix. Donc ouais. Déjà, moi je pense que c'est moins le stand-up. Il va, je pense en France, il va juste être. Il y a déjà, j'imagine, un gros marché de l'humour. Ouais. Et je pense qu'il va se stand-upiser parce que c'est une forme qui nous semble être compatible avec l'époque. Ouais, je suis d'accord. C'est à la fois une forme individuelle, mais en même temps où les gens peuvent représenter des choses. Ils peuvent représenter d'autres personnes. Que quand tu fais des sketchs, t'as tendance à plutôt moquer en fait. C'est vrai que l'individualisme au milieu d'un groupe, c'est complètement notre époque. C'est ça. Les gens sont tous des individualistes. On est tous un clan de gens, d'individus, et on se respecte les uns les autres parce qu'on se comprend les uns les autres. Ouais. Et le stand-up, c'est « Hey, bonjour, comprenez-moi. Voici mes problèmes. » Ouais, c'est vrai. Et je pense que le stand-up va bien marcher et prendre... Je pense qu'il a déjà pris, mais je pense qu'il va continuer de prendre en France parce que c'est quelque chose qui marche avec l'époque. Et après, je pense qu'il va pas forcément devenir... Je pense pas qu'il y aura un gros boom à l'américaine, explosion de comedy club. Moi, je pense pas. Pourquoi ? J'ai pas le sentiment. J'ai le sentiment que, par exemple, nos comedy clubs, ça va devenir des choses comme Netflix. C'est peut-être qu'il y aura plus de plateformes de diffusion qui permettront à chacun d'avoir sa petite demi-heure, l'équivalent du quart d'heure warholien, tu vois, mais la petite demi-heure de stand-up. Ouais. Et par contre, peut-être qu'il y aura plus de comedy club de plateau dans les bars. Il y aura plus de bars qui se diront « Ah tiens, ouais, je peux faire ça dans mon bar ». Et pour nous donner des plateformes à nous. Mais j'imagine mal. J'ai l'impression que c'est risqué en fait de faire un comedy club pur. En France ? Ouais. Bah déjà, il y a un gros problème il y a un gros problème de public encore. Il y a un problème de... je sais pas, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas, plus, je sais pas. Peut-être, je sais pas si on est assez aussi à jouer. Est-ce que... Parce qu'il y a des gens qui ont dû y penser à en lancer. Mais je sais pas pourquoi ça se fait pas. En fait, moi j'ai toujours l'impression que la raison pour laquelle il y en a pas encore, c'est que c'est quand quelqu'un fait un bar ou fait un restaurant, il fait un bar ou un restaurant. Ouais. C'est cette partie-là qui doit marcher avant. Ouais, c'est vrai. Et Comedy Club, ça fait pas marcher un bar ou un restaurant en soi. C'est vrai. Il faut que la base soit solide, quoi. C'est vrai. Donc le stand-up français, ça va prendre, mais ça va pas exploser, si je comprends bien. Ouais, je le vois plus. On va avoir l'impression qu'il y en a beaucoup plus parce que justement, on en verra plus à la télé. Mm-hmm. On va remplacer progressivement les sketchs par du stand-up. Il y aura peut-être des... C'était quoi ? C'était l'émission de Ruquier où les gens viennent... On ne demande qu'à en rire, ouais. Il y aura peut-être plus de On ne demande qu'à en rire, mais en stand-up. En stand-up. J'imagine plus le truc comme ça. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, on parle un peu de stand-up, moi aussi, on peut parler de toi. Moi, j'ai envie de savoir un truc, c'est quoi une journée... Ça, c'est vraiment... J'ai jamais posé la question. C'est quoi une journée type de Fred Cham ? Oh là là. C'est... Alors, surtout en ce moment, c'est que je suis vraiment dans un... Comment on appelle ça ? Un entre-deux. D'accord. De chercher là les projets que je vais faire et comment je vais faire. Comment tu choisis tes projets ? Beaucoup au hasard. Hein. C'est la meilleure façon de choisir des projets. J'ai deux types de projets. Il y a les projets. Que les gens avouent ça. Leurs projets, ils les choisissent au hasard. Putain, c'est ça la vraie vie. Vas-y, pardon. Ah, comment tu fais tes projets, toi ? Non, moi je fais en fonction de ce qui me fait envie plus. Mais parce que j'ai moins de propositions. Toi, t'as des skills très particuliers qui te permettent d'avoir des propositions de projets différents. Tu vois, genre quand tu bosses dans les jeux, le monde un peu du jeu vidéo, quand tu bosses pour de l'écriture,
Oui. de série, quand tu bosses pour du stand-up. Moi, je suis pas auteur ou pas considéré comme étant auteur et je suis pas sûr de pouvoir faire ça pour l'instant. J'ai pas de skill technique pour pouvoir créer des jeux vidéo, des choses comme ça. Alors ça d'ailleurs, je m'étais jamais posé la question. Toi, ça te dirait pas d'écrire parce que t'en as fait un peu. J'ai fait un peu, ouais, pour What the Fuck France, mais c'était sympa, c'était une super expérience. Après, si ça me dirait, si on me propose un vrai truc avec... Enfin, si ça se fait avec des potes et qu'il y a une émulation et que je me retrouve dans la team d'écriture, ça m'intéresserait. Mais me faire caster en tant qu'auteur pour écrire pour des séries auxquelles je crois pas trop, juste pour... Enfin, ça, je sais pas. Après, je pense que ça serait un bon travail, mais pour l'instant, je sais pas... Je suis peut-être trop feignant, je sais pas pourquoi. Alors ça, tu vois, c'est amusant parce que j'allais dire que j'ai 2 types de projets. J'ai le projet des autres et j'ai les miens. Ouais, c'est vrai. Et alors les miens, c'est souvent « Oh, j'ai une idée de faire un truc ». Ça ressemble beaucoup à des choses que j'ai... Genre ça va être un peu de... Je sais pas, par exemple là, en ce moment, je prends un projet type que j'aimerais faire, Allez. un dessin animé. T'aimerais faire un dessin animé ? Ouais. Wow. Genre je suis fan de comment les créateurs de South Park ont fait South Park. Ouais. Et Faut savoir que, parce que faut le dire aux gens, les gens ne te connaissent pas forcément très bien, Fred a déjà fait des animations qui sont peut-être encore disponibles sur la page du Court-Circuit Comedy Club, qui existe encore. Je pense qu'elle continue de m'envoyer des gens qui me demandent bien sûr, parce qu'est-ce que ça devient. C'est parce que c'est une bonne animation où il y a Nathan et Fred il a animé Nathan et Fred qui font des blagues sur scène, et du coup tu dis pas je veux faire un dessin animé de nulle part, tu vois ce que je veux dire, genre faut que les gens comprennent ça, tu veux faire un dessin animé parce que t'as déjà des skills là-dedans et que c'est... Pas vraiment, en fait c'est le côté de quand j'ai fait un diplôme d'infographie, c'est parce que de base c'était la solution la plus simple vu que je faisais déjà de la BD et je faisais déjà des choses sur des ordinateurs. Donc je connaissais Photoshop, je connaissais tout. Et à chaque fois en fait j'essaye d'apprendre à savoir faire de plus en plus de trucs. Récemment j'ai eu un petit job pour essayer d'écrire pour un jeu vidéo parce que je commençais à m'intéresser aux jeux vidéo et que je faisais déjà de l'écriture. Et j'ai un copain qui m'a fait « Ah bah tiens, quelqu'un comme toi ça nous intéresse ». Et là par exemple pour faire un dessin animé, je m'intéresse à ok, là j'ai déjà fait des animations sur un logiciel qui n'est pas spécialement fait pour ça seulement. Et ma manière de faire ces animations, c'était un peu un mélange de trucs que je savais faire mêlé à et si je testais ça, qu'est-ce que ça donne ? Ouais. Et donc là, j'essaye de m'intéresser à des vrais logiciels pour faire de l'animation. Comment faire pour que ça me prenne le moins de temps possible ? Comment faire pour que ça soit le plus rigolo possible et que ça rende bien ? Et si tu veux faire un dessin animé, c'est quoi ? Ça serait quoi Enfin, t'as déjà une idée ? Et là, du coup, ce que je fais, c'est que je commence par me tester sur le projet de quelqu'un d'autre. Donc avec un pote, je sais pas si je peux l'annoncer. Donc en gros, j'ai un pote qui a une idée d'animation. Ouais. Et moi, je me sers de ça pour pas avoir à penser à la partie artistique et juste tester ma partie technique. Okay. Donc je fais les étapes, je regarde ce qui marche, je regarde ce qui est relou à faire. Et pendant ce temps, j'essaye aussi de réfléchir à ok, et si moi j'animais un truc, qu'est-ce que j'aurais comme idée pour le faire derrière ? Et donc là, pour l'instant, dans le dessin animé, je suis dans la partie apprendre le skill. C'est marrant, je pense que c'est une pensée qui se rapproche beaucoup. Moi, je pense pas comme ça. Et je pense que c'est une pensée qui se rapproche beaucoup des gens qui ont, je sais pas si le mot est offensant ou pas, mais geek, à l'époque du début des ordinateurs, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment forts en ordinateur, j'ai l'impression qu'ils apprennent à chaque fois le skills avant, enfin tu vois, genre il y a ce truc de vouloir être précis dans comment faire avant de savoir ce que je veux faire, quoi. C'est beaucoup parce que... C'est un processus un peu différent parce que la plupart des gens, ils partent d'une idée, j'ai envie de faire ça, et après ils déroulent vers le bas pour savoir ce qu'il faut faire pour faire ça. Alors que toi, t'as une idée dessin animé, au départ, tu vas apprendre à faire les petits logiciels, etc. pour ensuite avoir une vraie idée, quoi. Je dirais que la différence, c'est beaucoup, par exemple, la même différence qu'entre toi et moi au niveau du podcast, c'est que moi, j'ai commencé par me dire « Oh, le médium podcast, c'est trop bien, j'ai envie de savoir faire. Mais je sais pas qu'est-ce que je veux faire. » Et moi, j'ai commencé par... Toi, t'as commencé par « J'ai envie de faire ça. » Du coup, je vais apprendre juste ce qu'il me faut pour faire ça. Ouais, c'est vrai, ok, je vois la différence. Et du coup, moi, je te l'ai montré, mais en vrai, ça faisait plus d'1 an que j'avais le matos pour faire des podcasts. Vrai, il était prêt. Et il a pas servi pendant plein de mois. Et là encore, il est à la maison, il attend patiemment de faire des choses. Et donc pareil, me lancer dans de la fiction sonore, par exemple, je trouve ça très intéressant. Avec des potes, on tente des choses. Ok. Donc, pour en revenir à ce que c'est une journée avec Fred Cham, c'est que c'est souvent genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Ok. Beaucoup d'heures d'ordinateur, beaucoup sur PlayerUnknown's Battleground et Rainbow Six Siege. Alors ça, c'est quoi ça ? C'est des jeux vidéo.
Donc voilà. On va en parler des jeux vidéo, Fred. Crois pas que tu vas évader le sujet comme ça. Hein. On en parlera, c'est prévu. Ouais, parce que c'est probablement la deuxième chose de laquelle je parle le plus. Oui, c'est vrai que t'en parles beaucoup, mais c'est surtout que c'est intéressant. C'est un milieu intéressant, quoi, que je connais peu finalement. Ouais, il y a très peu, je sais pas, il y a pas beaucoup de stand-up autour du jeu vidéo, de blagues sur les jeux vidéo. Non, pas trop, c'est vrai. Toi, t'as une bonne blague sur FIFA. Ouais. Et je les note en fait dans ma tête. Enfin, pas pour les copier, mais je note les gens qui font des blagues sur le jeu vidéo parce que ça m'intéresse de savoir à chaque fois comment les gens parlent de ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au final, pour le grand public, ça reste un truc un peu encore mystérieux. C'est vrai, mais quand je dis FIFA sur scène, il y a tout le monde qui comprend. Oui, parce qu'au final, la manière dont on parle, c'est... Enfin, j'ai l'impression. En gros, si tu peux résumer de quoi tu parles en vraiment une ligne c'est un jeu de foot. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir pour ta blague. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà joué, il n'y a pas besoin... C'est vrai. Et en fait, c'est comme ça que tu fais rire des gens qui n'ont jamais joué à ça et qui voient quand même de quoi tu parles. Mais surtout qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui jouent aux jeux vidéo aussi. Je crois que c'est une industrie en plein boom, non ? Oui, mais fais des blagues complexes sur des jeux précis, tu fais pas rire tous les publics. C'est marrant. Et en plus, sans tomber dans les stéréotypes, le public qui joue à des jeux vidéo, c'est pas forcément le public qui sort voir des spectacles. J'ai fait énormément de blagues sur les jeux vidéo devant des vieux adultes qui voyagent et qui sortent de chez eux. Donc c'est pas le public phare. C'est vrai. Passion pour les jeux vidéo, du coup, ça remonte à longtemps ? Ouais, au moins 6 ans. Ah, c'est court. Non, enfin, quand j'avais 6 ans. Ah, ok. Oui. Les jeux vidéo, c'est ma vie, j'ai découvert ça l'année dernière, je sais pas. Ok, donc depuis tes 6 ans, donc t'as commencé, allez, on va faire l'histoire des jeux vidéo de Fred. T'as commencé avec quelle console ? Game Boy. Non, même pas. La toute première console que j'ai eue, c'est une espèce de console où, en gros, tous les dessins sont déjà faits sur un écran LCD et ils apparaissent. Donc, par exemple, t'as ta voiture qui est virage tout droit ou virage, et quand t'appuies sur les touches gauche et droite, il fait apparaître quelle voiture c'est. Mais c'est un petit jeu de course comme ça. Et ça, déjà, ça t'a passionné ? Oh, j'ai passé énormément de temps dessus. Mais comment ça se fait ? Parce que mes parents avaient besoin d'occuper les enfants pendant qu'ils faisaient des voyages ou... Okay. J'étais dans la voiture, mais ils avaient besoin qu'on s'occupe pendant des trajets de plusieurs heures. Du coup, à un moment, ils ont découvert que c'était vachement utile pour nous faire taire. Moi, les jeux qui m'ont le plus marqué dans ma vie, je pense que y a Pokémon version bleue. Et voilà, après Pokémon sur Game Boy. Ça a été un jeu auquel j'ai le plus joué, je pense. Après, il y a eu Football Manager, ça a moins de parler. Après, j'ai beaucoup joué à Zelda, quand même. Ouais. Sur sur Game Boy ? Non, moins. Sur console ? Ouais, console. Surtout le jeu en cel shading, comment il s'appelle The Wind Waker. Ouais, The Wind Waker. J'ai eu Zelda et après j'ai eu FIFA, quoi, beaucoup FIFA. Mais moi, ça s'arrête là, quoi. Ouais. Le fait de passer 6 heures devant un jeu, comment ça se passe ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'imagine une crise d'épilepsie à la fin. Non, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà passé vraiment des journées entières de... je crois qu'à un moment, j'avais calculé que j'avais fait plus de 8-9 heures sur un jeu. Ah ouais. Mais en plus, c'était vraiment petite télé cathodique. Donc, je pense que les yeux, ils devaient bien morfler à l'époque. Ouais. Mais non, maintenant, en fait, ça dépend des jeux, ça dépend de c'est quoi ton implication dans un jeu, c'est quoi... C'est les vidéos les plus vues sur YouTube, les vidéos de jeux vidéo quasiment. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi, les jeux vidéo. J'ai l'impression que moi, vraiment, j'ai l'impression que c'est un monde que je vois pas, mais qui existe et qui est très puissant, quoi. Mais pour te dire, même moi qui suis beaucoup dedans, j'ai l'impression que dans ce monde-là, il y a des mondes que j'ai pas encore vus. Ok. Je vois, des fois, parler avec d'autres gamers, tu te rends compte que ça c'est une partie du monde du jeu vidéo que je connais pas. Ok, et ça t'intéresse de le découvrir du coup ? Ça m'intéresse au moins de le connaître, au moins de savoir que ça existe. Moi j'ai vraiment un truc j'ai envie de savoir que tout existe. Ah ouais ? J'ai même les sujets qui m'intéressent pas, j'ai envie d'avoir une vague idée de ce que c'est. Ouais, ça j'ai compris. Par exemple, j'ai le côté de je vais très peu au cinéma, mais je lis énormément qu'est-ce qu'on dit sur les films. Ah ouais. Donc pareil. T'as des opinions sur des films que t'as pas vus du coup ? Tu fais partie de ces gens-là ? J'ai plus des opinions sur comment les gens parlent des films. Et genre ça m'intéresse de savoir genre qu'est-ce qui se dit. Et du coup tu vis tout au deuxième degré quoi. Tu vis à travers de ce qui se dit des trucs quoi. Il y a un peu de ça, c'est vrai. C'est le truc de je pense qu'il y a un épisode de South Park qui fait la blague dessus, mais que le commentaire est devenu du contenu.
C'est vrai que le commentaire est devenu du contenu. Et en gaming, quand tu vois des tas de vidéos où c'est des gens qui jouent à des jeux vidéo et qui blaguent dessus, Ouais, c'est du commentaire. c'est ouf. Mais en soi, ça existait avant. Hein. Toi, t'as dû voir des émissions de gens qui commentaient des matchs, mais pas pendant le match. Non, Après ou avant. non, je fais pas Toi, ça. t'as pas regardé ça. Non, je fais pas ça. Mais tu vois que ça existe. Je vois que ça existe. Des émissions où les mecs font des pronostics. Ouais, Et genre, c'est pareil, c'est du commentaire Oui, de quelque chose qui est pas en après, train de si se je regarde passer. des émissions d'après-match de foot où ils commentent ce qui s'est passé après. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que Et- c'est du commentaire. C'est du commentaire. Mais même les commentaires Et- tout court, c'est-à-dire que j'avais une blague là-dessus pendant les élections en disant qui a déjà posté des articles politiques. Il y a 3 personnes qui levaient la main et on les lit pas, les articles. En fait, on lit juste les commentaires en dessous, quoi. Et en fait, tout le but d'un post aujourd'hui, c'est de lire les commentaires de gens qui s'écharpent en dessous, quoi. Je passe. Ça, c'est dans la vie de Fred Cham. Tu passes énormément de temps à lire Twitter et parfois Facebook, mais je trouve ça de moins en moins intéressant, Facebook. Les commentaires d'articles, moi je le fais pas souvent. Je sais que j'ai des potes qui sont dans la matrice de ça. Ouais. Mais j'ai des impressions d'écran incroyables. Genre, par exemple, un mec qui s'était appelé Charles de Gaulle comme nom de pseudo en commentaire. Et en dessous, il avait marqué bien essayé, fils de pute. Et voir Charles de Gaulle avec la photo de Charles de Gaulle et écrit bien essayé, fils de pute en dessous, je me suis dit, là, on est en 2018. Là, on est quand même dans un truc. Les commentaires, c'est vrai que c'est un monde où quand tu rentres dedans, tu découvres des trucs incroyables. Bah, tu découvres comment les gens parlent quand ils ont pas de filtre, mais qu'ils ont quand même C'est ouf hein, que les gens s'expriment sans filtre publiquement, sans s'en rendre compte quasiment, j'ai l'impression. Il y Bah. avait eu un truc comme ça, je sais pas si t'avais enfin si t'avais forcément su, mais en 2013-2014, je sais plus quand, il y avait eu un article un peu faux mais qui avait fait paniquer tout le monde, disant tous vos inbox de 2007 à 2000, de 2008 à 2011 sur Facebook sont rendus publics, allez checker, allez enlever vos trucs, t'avais suivi ça? Non, C'était un gros truc, etc. Et en fait, du coup, tout le monde allait checker, etc. Et en fait, effectivement, il y avait des mots, etc. C'était bizarre. Et il y a eu des articles 2 jours plus tard en disant ah bah en fait c'était un faux truc, c'est juste que il y a 10 ans on écrivait sur les murs des gens comme on écrit en inbox maintenant parce que les inbox n'existaient pas. Et c'est juste nos habitudes qui ont changé et maintenant ça paraît incroyable d'écrire sur le mur d'une personne Facebook coucou gars c'était cool hier, merci d'être passé ou je sais pas quoi. Maintenant c'est un truc que tu fais par inbox quoi, et en fait avant c'était sur le mur des gens et juste l'habitude des gens ont changé quoi. Ouais. C'est assez impressionnant. Mais tu vois, il y a ce truc de on balance nos vies sur internet et on s'en fout quoi. Bah, il me semble parce que c'est Tu es un mec qui lit les commentaires, mais est-ce que tu participes? Est-ce que tu écris Très des peu. commentaires? Ok. très peu. J'ai eu cette période où j'écrivais des commentaires, mais vraiment, vraiment long. T'étais engagé? Ouais, il fallait que je gagne. Il Ok. fallait que je gagne. On gagne jamais un commentaire sur Facebook. Oh, tu peux. Ah oui? Alors Tu dis-moi peux, mais comment il on faut gagne. être- Alors ça m'intéresse beaucoup. Comment on gagne un commentaire sur Facebook? Alors déjà, il faut que tu connaisses tous les arguments sur le sujet dont tu parles. Ok. Et quand je dis tous les arguments, Donc toi, je parle quel sujet pas... t'as attaqué à quel sujet par exemple? Oh, ça par contre, c'est... Quels sont les sujets où t'as tous les arguments en tête? Là, parce que, attention, quand je parle de il faut connaître tous les arguments, je parle pas d'avoir raison sur le sujet dont tu parles. Ok. Il faut pas que tu sois un expert au sujet dont tu parles. Il faut juste que tu saches comment les gens en parlent Mhm. dans les autres discussions sur Ouais. d'autres réseaux sociaux. Et quand tu sais quels sont tous les points que les gens vont dire, eh ben tu sais aussi quels sont tous les moyens de le contrer. Et c'est presque un jeu de cartes. C'est presque un jeu de ah ouais t'as mis du feu, ben moi je mets de l'eau. Tu vois. Ok. Et du coup bah aujourd'hui j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que en fait à cette période je disais de la merde aussi. Ah oui. Mais je gagnais des débats parce que en vrai j'avais le commentaire de la personne, l'argument de la personne. Bah, je l'avais déjà lu plein de fois et j'avais lu des réponses qui m'avaient plu. Et du coup, je savais comment répondre à ça. Est-ce que les discussions en commentaire sur les réseaux sociaux, c'est pas un peu une extension de l'image de comment les gens pensent et parlent entre eux en fait en ce moment? C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui s'écoute, tout le monde a raison dans son coin et parle sur les gens en fait. On se parle dessus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu, mais moi je suis toujours assez mitigé avec ça. J'ai un côté, ça par exemple, c'est quelque chose que j'entends Mhm. de plusieurs voix un peu. Comment je vais dire. En gros, moi j'ai vraiment un réflexe. Je sais pas si c'est un bon réflexe. En tout cas, c'est un réflexe sceptique. Quand j'entends des grandes phrases sur comment le monde marche, et plus j'entends de gens dire la même chose, plus je me dis que quelqu'un a tort. C'est autre chose. Et du coup, ouais, ce côté-là de l'individualisation à travers les réseaux sociaux, tous les trucs autour de ça, moi à chaque fois je suis là genre, à mon avis c'est plus compliqué que ça. Ouais.
Et C'est facile de dire, c'est plus compliqué que ça. ouais, c'est ça. C'est genre, j'ai peut-être pas raison. Hein. En vrai, c'est peut-être aussi simple que ça. Ouais. Mais je sais pas. Du coup, j'ai la sensation que non. Non, mais tu vois, Mais- enfin, typiquement, les réseaux sociaux, ça crée un monde où, je sais pas si t'as suivi l'affaire, si t'as suivi la Coupe du Monde d'ailleurs un peu. Très vite fait. Ok, très vite fait, mais t'as dû suivre ce truc-là. Trevor Noah, t'as vu qui Oui. dit c'est l'équipe d'Afrique qui a gagné. Et on est dans un monde aujourd'hui, moi j'ai compris sa vidéo, le mec est assez brillant pour qu'on puisse pas l'attaquer forcément, même si tu la regardes rapidement ou si tu lis certains observateurs à son sujet sans regarder la vidéo, tu peux te faire une idée assez bizarre du truc. Mais en soi c'est Trevor Noah, donc on peut partir du principe qu'il a raison en étant de Trevor Noah quasiment, je trouve. Enfin bon, après c'est peut-être mon opinion. Mais juste on est dans un monde du coup où effectivement un mec comme Trevor Noah peut te dire exactement la même chose que Marine Le Pen. Et sauf que comme on est sur Internet, il n'y a plus de contexte, et du coup c'est ce qui crée la polémique aujourd'hui, parce qu'ils ont juste la même phrase. C'est l'équipe d'Afrique qui a gagné en gros, sauf que Trevor Noah ne le dit pas du tout dans l'état d'esprit de Marine Le Pen, mais il se trouve que dans ce média qui est Internet, ils peuvent dire la même chose tous les deux, quoi. C'est assez fou quand même comme idée, quoi. Oui, que la phrase va être interprétée de la même manière, Ouais, enfin, ouais. alors qu'elle a plusieurs interprétations. Tu l'as Parce que le suivi contexte, ouais, ouais. Et alors, tu penses quoi de ce sujet, toi, qui est loin du foot? Qu'il en parle très très bien. Alors, est-ce que tu peux résumer ce qu'il a dit? Comme tu dis, genre que en fait, si on juge le contexte de sa phrase, on sait très bien. Parce que là, en gros, il répond, c'est ça qui est important, il répond à l'accusation que ce qu'il a dit était raciste. Oui, mais alors, au premier coup, il le dit d'une façon... en une minute, quoi. Il fait juste la blague parce que lui vient d'Afrique du Sud et il dit qu'il est content parce que comme il y a des gens qui sont d'origine... je me plus d'ailleurs s'ils sont d'origine... Si, non ? D'origine. Il n'y a pas de Sud-Africain dans l'équipe. Il y a personne qui est d'origine sud-africaine dans l'équipe, non. Mais il dit africaine ? Oui, africain en général, Et en tant que continent. Ouais. D'accord. Mais je sais plus, non, ils sont tous nés en France ou non, il y en a, ça, le truc. Umtiti, il est pas né en France. Non, il y en a un ou deux qui sont pas nés en France. Je pense que Mandanda est pas né en France, il a dû naître au Congo, et je pense qu'Umtiti est pas né en France non plus. Il y en a deux de l'équipe, je crois, qui sont pas nés en France. Ok. Et du coup, là, à la fin, il dit qu'il est content parce que l'Afrique a gagné. Ouais, exactement. Et ouais, comme tu dis, c'est la phrase, c'est même la blague la plus simple à faire sur le sujet, et qu'effectivement, ça peut être aussi un truc de raciste de dire ça. Ouais. Et du coup, c'est l'ambassade française qui lui dit monsieur, non, ces gens-là, ils sont français. Ouais. Il le fait très bien. Il a 85 ans. Non, mais il fait très bien le truc de l'ambassade qui vient l'engueuler et lui faire la leçon. Et il dit, mais en vrai, avec le contexte, on sait très bien ce que j'ai dit. On sait très bien que de la manière dont je le fais, c'est une blague et que c'est pas raciste. Comparé à toute l'histoire de la France et de qu'est-ce que ça a créé d'avoir fait la colonisation et tout ça, et de conclure que si on doit vraiment interroger ses valeurs, pour lui, c'est normal, enfin c'est quelque chose de simple et normal d'avoir deux nationalités en fait. Oui, exactement. C'est ce qui devrait être le sujet. C'est-à-dire que c'est marrant, je crois qu'il y a eu enfin c'est assez ironique. Il y a un journaliste, je sais pas si c'est un mec d'extrême droite ou si c'est un journaliste d'extrême droite, enfin je sais pas qui c'est, qui a fait ou même si c'est juste je sais pas qui a fait ce tweet, mais en gros avec le nom de tous les joueurs champions du monde français et leur pays d'origine, enfin leur pays d'origine en drapeau en dessous. Mais tu vois, ça même les blancs, Lucas Hernandez, il est en Espagne, Giroud, je crois qu'il est d'origine italienne, enfin voilà, avec tous les pays. Et il y a Mendy, un joueur de l'équipe de France, qui a répondu au tweet en mettant tous les joueurs du monde français avec que les drapeaux bleu, blanc, rouge à côté d'eux. Et en dessous, il met fixed en disant voilà, j'ai résolu le truc. Et en fait, ce qui est assez ironique là-dedans, c'est qu'il faudrait juste potentiellement faire un mélange de ces deux tweets et de mettre les deux drapeaux par joueur et dire bah voilà, enfin tu vois, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec une question de drapeau, tu vois ce que je veux dire, genre c'est assez marrant que ce truc-là ait fait polémique comme ça, je trouve. Ça, ouais, après, on touche à des trucs de la France qui est un peu difficile, quoi. Et puis on touche à des discussions qui, en ce moment, dans d'autres domaines, font beaucoup réagir. C'est-à-dire comment ça s'appelle, les limites des pays. On est à l'époque du Brexit, on est à l'époque des... comment on appelle ça, tu crois pas au format pays, toi? Moi, est-ce que tu te sens français, Fred Cham? moi, je crois à la culture. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une culture qui est finalement très américaine, mais je me déclarerai jamais, je suis américain. Ouais. C'est juste que... Fred Cham, l'américain. Fred Cham. Yes. Okay. Et là, c'est le côté de, finalement, tout ce que je regarde, on va dire 95% de ce que je regarde est au moins anglo-saxon, mais plutôt américain. Ouais. Et du coup... Pourquoi tu crois? Parce qu'ils sont juste plus forts que nous en humour. Ouais, je crois que c'est ça.
En vrai, Là, je peux te dire que Café Holo 7, c'est parti pour un buzz. Hein, parce que c'est pas politiquement correct de dire ça, mais c'est sûr que si Fred Cham, 2 points. Les Américains sont plus forts que nous en humour. Bah ouais, mais bon, c'est la vérité. Hein, mais bon, ouais. Mais c'est parce que ils ont... Pareil, c'est la culture, c'est qu'ils ont des habitudes qu'ils ont fait plus tôt. Moi, il y a un humour que j'aime, un humour dans lequel je me reconnais, et par exemple l'humour de très grosse autodérision, d'être très honnête avec ce qu'on ressent vraiment. Bah, les Américains, c'est dans leur culture. Nous, on a une culture. C'est non seulement dans leur culture, mais c'est même pas juste une forme d'humour, c'est que c'est imprégné dans chaque personne. C'est-à-dire que même Jon Stewart, qui faisait que des vannes politiques, on va dire, c'était à travers le prisme de ce qu'il ressentait lui, de façon très honnête. Donc il y a ce côté d'ultra-honnêteté quand même qui est inscrit dans tous les grands Américains qui nous ont un peu marqué, entre guillemets. Ouais. Tu sais, ils sont tous en phase avec ce qu'ils font. Tu vois, même un Jim Carrey ou un Robin Williams qui ont l'impression qu'ils font n'importe quoi sur scène, ils se dévoilent en tant qu'eux-mêmes derrière la version la plus... quasiment la plus pure de ce qu'ils sont à l'intérieur, quoi. À travers l'artifice de leurs gestes, etc., quoi. Il y a cette volonté de se trouver dans l'humour américain qui n'est pas forcément encore présent en France, je trouve. Ouais, dans l'humour français, il y a ce truc dans ce que moi j'ai appris, parce que quand j'étais petit, au collège, on avait un club théâtre, j'ai fait des sketchs français. Ouais. J'ai joué Muriel Robin, j'ai joué... comment il s'appelle T'as joué dans un sketch, t'as joué Muriel Robin, t'as été Muriel Robin. J'ai joué... Fred Cham est Muriel Robin. On est né le même jour, 2 août. Ok, ouais, c'est vrai que ça crée des liens. Ça crée des liens. Non, j'ai joué des Pierre Palmade et Danny Boone. Ok. Donc on a T'as choisi... fait le Kawe? Non, j'ai fait le... J'aurais tellement aimé devoir te faire le sketch du Kawe. C'était quoi comment on appelle les mecs très musclés? Ouais, bodybuildé. Voilà, c'était le bodybuilder. Ok. C'est un bodybuilder qui est très bête. Ok. Voilà, c'est un sketch de Danny Boone. Et dans ces sketchs, le sketch consiste à chaque fois à jouer quelqu'un dont on se moque. Mhm. Et du coup, c'est pas l'honnêteté de l'acteur, c'est pas la personne qui fait les blagues dont on va se moquer, c'est la personne qu'elle représente. Mhm. Et du coup, c'est un truc qui est assez français de finalement se moquer de quelqu'un d'autre. Pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Et qui n'est pas là. Ouais, c'est vrai. Alors que le côté américain, c'est plus moi, je suis comme ça, et Ouais. moquez-vous de moi, ou dites que j'ai raison. Parce que Georges Carlin, lui, des fois, il est beaucoup dans j'ai raison. Ah, tu dis Georges Carlin? Ouais, Georges Carlin. Là, j'ai tendance à. J'ai pas appris anglais à l'école, du coup, j'ai tendance à. Ok, Georges Carlin. Moi, je disais Seinfeld avant. Non, Seinfeld. Ça m'arrive encore. Ouais. J'ai encore des mauvais réflexes comme ça. Mais du coup, Bill Hick, George Carlin, Ouais. ils sont très genre voici mon avis, je C'est vrai. contre tout le monde. Et bah c'est la même chose que de dire genre moquez-vous de moi, je suis bête. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Mais c'est moi, c'est par rapport à mon affirmation du monde, alors qu'en français c'est regardez les autres, bah je joue l'autre, moquez-vous de ça. Tu vois. C'était un peu, enfin ça change un peu. Ça change. Il y a eu, justement, parce que moi ma grande théorie c'est que le stand-up en France est venu notamment de la banlieue. Parce que ils ont repris, comme pour le rap, une culture américaine qui était détachée du poids de la culture française classique. Ouais. Et ils ont fait, on peut se l'approprier en fait. Ouais. Et on peut parler de nous, notre Parce que expérience. c'est quoi le poids de la culture française classique? Ça va être Molière, ça va être Corneille, ça va être Des personnages. des personnages Ouais. joués. Genre, même si tu prends plus récent, du coup, ça peut être comment il s'appelle ça veut dire ressembler au bronzé, tu vois, genre Ouais. non, enfin moi je sais que J'aime beaucoup les bronzés, mais c'est un Bah, autre débat. je sais que je pourrais faire des trucs un peu comme ça parce que genre il y a des choses dans lesquelles je reconnais, Ouais. mais je suis sûr qu'il y a plein de gens ils pourraient pas, Ouais, ils comprennent mais ils pourraient pas genre s'imaginer faire ça, ils ont eu une autre enfance, une autre truc, et d'avoir un médium qui te permet de faire ça, c'est merveilleux. Oui, c'est vrai. Et je pense que le stand-up est beaucoup venu par des gens qui avaient envie de pas ressembler à ce qui existait déjà parce qu'ils s'y retrouvaient pas. Mhm. Et même, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième vague de stand-up dans laquelle je suis arrivé un petit peu en retard, mais Pourquoi en retard? parce qu'elle avait déjà commencé. C'est Putain, vraiment ça, ça. c'est la phrase de Johnny, si j'avais pas perdu 1h15, je serais là depuis 1h15. Ouais, c'est vraiment, c'est la seule raison pour laquelle je suis arrivé en retard, hein, c'est qu'ils ont Johnny, commencé avant putain. moi. Ouais. Et c'est que c'est une génération qui a redécouvert les Américains. Parce que là, pour moi, la première génération de stand-up, c'est un peu, c'est celle de Jamel. C'est
celle qui amène le stand-up américain quand la France ne voit pas ce qui se passe aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Et comme les nuls, ils ont essayé de faire le Saturday Night Ouais, Live bien sûr. Ouais. à une époque où personne ne pouvait voir le Saturday Night Live. Nous, on a accès au modèle. Du coup, on veut faire la même chose, mais en même temps, on se dit notre public, il peut le voir aussi. Du vrai. coup, on doit trouver genre comment nous on l'interprète. Ouais, c'est vrai. Et dans le même temps, on voit aussi des gens qui ont les mêmes références que nous faire des blagues. Bah, on le fait. Moi, j'ai joué à Louis C.K. et je me dis, on dirait un avertissement sur ce que pourrait être ma vie plus tard. Du coup, comment je fais pour prendre ces leçons et me transformer? Alors Fred Cham, Louis C.K. Qui a l'air d'être un de tes humoristes préférés, et en même temps Louis C.K. qui est un agresseur sexuel, cause qui te tient particulièrement à cœur. Où est-ce que tu places Louis C.K.? Il se place dans ma liste de les gens qui m'ont servi de modèle à un moment et qui m'ont grandement déçu. Ah ouais? Qui est vraiment, je pense que... S'il revient sur scène, tu regardes pas son spectacle? Je pense que si, mais par contre, je vais plus payer des choses sur son site. Oui, voilà, oui, ok. C'est un peu le truc de, moi j'ai toujours besoin, c'est quelqu'un qui, à un moment, ça m'a aidé de l'écouter. Je peux pas faire semblant que non, juste pour dire, oh regardez, moi non, j'ai de la vertu parce que je n'écoute plus Louis C.K. C'est faux, genre... C'est plus dur à écouter maintenant. Déjà, tu trouves? Ouais, ça. Moi, c'est ce que j'avais dit il y a très bien. longtemps, enfin dans un des, je pense 10e podcast, enfin un truc comme ça, c'était au début de l'histoire quoi, quand ça a explosé là en 2017 ou début 2018, je me souviens plus, que quand il y a eu l'article du New York Times sur Louis C.K., la première chose que j'ai fait, c'est j'ai re-regardé un spectacle de Louis C.K. derrière pour voir comment ça faisait. Ouais, j'ai rigolé. Après, t'as vu lequel? Parce que j'ai vu que Comedy Store en plus, c'est pas son meilleur. D'accord, ouais. Ouais, parce que je trouve que maintenant il y a des sketchs en fait où c'était drôle parce qu'il y avait une honnêteté. Genre par exemple tous les sketchs qui vieillissent le mieux, c'est ceux où il parle de ses enfants. Tu vois. Et tous les sketchs qui vieillissent le moins, c'est ceux où il parle de ses relations avec les femmes. Et c'est logique en fait. C'est ok. Et du coup donc il y a cette recherche, encore une fois on en revient à la recherche de vraiment ce que t'es pour pouvoir l'exprimer quoi. Ouais. T'en es où dans cette recherche? J'ai pas encore trouvé. Hein. Je pense que c'est un processus. Je pense que c'est pas la raison pour laquelle je fais pas de spectacle, pour laquelle je fais pas de dessin animé, mais que je continue de m'inventer des skills. Est-ce que tu penses qu'il faut, parce que je suis un peu dans cette démarche-là aussi, pas trop savoir qui je suis et essayer, alors sauf que je le matérialise en podcast une fois par semaine parce que j'aime ce médium comme tu dis et j'aime cet exercice, mais c'est vrai qu'il y a cette recherche un peu de dire tu vois, c'est ce qui fait que là je te dis j'ai arrêté le one more joke, c'est ce que j'ai dit à Cert, c'est parce que j'ai envie de savoir ce que c'est que d'avoir une vie de stand-upper sans plateau, juste savoir si on m'invite quand même, juste savoir comment faire pour me remettre en question. Non mais tu vois, c'est important, tu vois, genre de se remettre en danger un petit peu et vraiment d'aller dans une recherche un peu plus précise de ce que tu veux faire, etc. quoi, et de t'enlever des vieilles réussites du passé entre guillemets pour pouvoir te libérer de ça et avancer quoi, pour voir ce que t'es vraiment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi, c'est ce que je me suis posé récemment comme question, est-ce qu'il n'y a pas ce truc de les écrivains, le phénomène du livre qui est jamais fini quoi? Est-ce qu'à un moment donné il faut pas dire allez je suis comme ça quoi, point final, faut arrêter aussi quoi? Je pense que ça arrive si tu comptes faire un chef-d'œuvre. En fait c'est ça, pour moi c'est il y a deux phénomènes. Il y a tu peux ne jamais écrire un livre parce qu'en fait finalement c'est pas écrire un livre qui t'intéressait, c'était apprendre à écrire. Ouais. Tu vois. Et du coup, ton livre n'est pas fini, mais tu t'en fiches parce que de toute façon, toi, c'est d'écrire, de continuer et de raturer qui t'intéressait. Ou tu peux ne pas écrire un livre parce que tu voulais faire un chef-d'œuvre et que ce sera jamais ton chef-d'œuvre. Mais tu t'obstines à essayer de faire que ça le devienne. Et en vrai, c'est souvent parce qu'il y a une peur. Le film de Kubrick sur Napoléon, quoi. Ouais, par exemple. Là, ce genre de truc de... Moi, comme. Oui, mais tu vois, Kubrick voulait faire un film sur Napoléon qu'il n'a jamais fait parce que trop grosse ampleur pour lui. Mais en même temps, il a fait plein de films cultes entre temps. Il a continué. En fait, il a juste continué. Il s'est dit, ok, parce que l'avantage du film. Du coup, il a fait, tu vois, c'est comme ça. C'est de dire que même si tu sais pas exactement si t'as ton chef-d'œuvre en tête, il a quand même fait des films. Toi, tu peux quand même faire des spectacles sans savoir exactement, en ayant ton chef-d'œuvre à la fin en tête, quoi. Oui, c'est ça. Mais genre, pour prendre l'exemple de Kubrick, c'est que quand il a essayé de faire Napoléon, en vrai, il a tout écrit.
Genre je sais pas si t'avais vu l'expo Kubrick. Si, il y avait une salle remplie de tout ce qu'il avait fait. Sur Napoléon, c'était ouf. Il avait Toutes fait ces des recherches. archives incroyables. C'est un truc de ouf. Et C'est à partir de cette expo que j'ai commencé à me renseigner vraiment sur Napoléon. Vraiment. je pensais d'ailleurs sur Kubrick, mais non. T'es Non, passé de Kubrick à Kubrick, Napoléon. je connais un peu. Enfin, j'ai vu ses films, etc. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant d'entrer dans cette salle de cette expo qui était à Bercy. C'est à Bercy, je crois. Et tu rentres dans cette salle et tu voyais que vraiment le mec, il a été obsédé par Napoléon toute sa vie, quoi. Ouais, et quand il a pas eu les sous pour le faire, il a dit je continue à faire ce que je fais d'habitude, mais pas avec Napoléon, quoi. Et au final, il a quand même utilisé pas mal de choses pour faire son autre film, dont Barry je sais plus, Lyndon. Barry Lyndon. Mhm. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, en fait. Tu fais pas. Si tu penses que tu ne fais pas les choses parce que tu rates le chef-d'œuvre, t'es dans une mauvaise direction. Mhm. Il C'est faut. Alors que si tu fais pas les choses parce que juste tu cherches, il faut être d'accord avec toi-même sur le fait que tu cherches. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un petit peu étendable à la vie en général, d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est ce qu'on dit. Oui, complètement. Parce qu'il y a ce phénomène que je fais encore un peu trop, mais peut-être moins, c'est mes frères qui m'avaient dit ça et j'avais déjà dit dans un podcast, mais que j'avais tendance à parler du stand-up comme un microcosme un peu opaque, en mode nous les stand-uppers et tout, et en vrai ouais tu te rends compte qu'en fait ça s'étend à la vie tout court, quoi. Tu veux dire que beaucoup Tu plus sais, de ce gens truc parlent de stand-up et ouais, non, et puis même ce truc de ce qu'on vit, en fait tout le monde le vit, quoi, plus ou moins, à travers d'autres choses. Oui. On n'a pas des vies particulières, quoi. C'est que nous, on le vit avec un médium dans lequel on peut le raconter. Ouais, c'est vrai. Ça change peut-être quelque chose. Parce que tu sais, c'est à la fois, on m'a reproché de parler comme ça, et à la fois, quand t'écoutes Jerry Seinfeld, quand t'écoutes Norm Macdonald, quand t'écoutes Dave Chappelle, quand t'écoutes Chris Rock, quand t'écoutes tous ces gens-là, ils disent tous, si je vais à une soirée qui a 40 personnes, dont un comédien, je vais aller voir le comédien en premier, quoi. Ouais. Et je vais passer ma soirée avec lui. Tu le ressens, ce truc-là ? Oui et non, dans le sens où les deux potes avec qui je traîne le plus, c'est des comédiens. Ouais. Mais par contre, je déteste attendre dans une soirée de comédiens. Ah ouais. Du coup, je vais vers les potes. Ouais, je fais l'inverse. Alors, dans une soirée de comédiens, je vais vers les gens normaux. Ok. Mais... Ouais, non, c'est quelque chose... moi, je me méfie des comédiens. C'est pour ça que je peux pas jouer trop régulièrement. Pourquoi tu t'en méfies ? Parce que, c'est pas normal d'être comédien. C'est pas normal d'avoir... de se prétendre, je monte sur une scène et je parle de vous. Ouais. C'est pas... C'est prétentieux ? C'est prétentieux, ouais. Tu penses ? Tu penses qu'il y a une forme de prétention dans le fait de monter sur scène ? Un petit peu, toujours. Ok. Et c'est... Pour moi, c'est par exemple ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'imagine si depuis le début on avait eu un public avec nous, il y a plein de choses qu'on aurait dit différemment ou on aurait essayé d'être un peu plus divertissant parce que justement, parler comme on parle là, ça aurait semblé prétentieux. C'est un truc que j'aime des fois d'ailleurs avec le podcast, c'est comment tu gardes ce réflexe de est-ce que je suis pas prétentieux là dans un truc où il n'y a pas le public. Moi je sais que un des trucs qui fait que j'ai jamais pu me lancer dans vraiment des podcasts comme tu fais, ouais. C'est le côté de j'arrête pas d'imaginer en même temps comment les gens pensent. Oui, alors ça c'est un vrai exercice, c'est pas naturel chez moi, hein. Ça a été un vrai travail. C'est-à-dire que le fait de me réécouter, j'ai eu envie de me mettre des gifles des milliards de fois pendant les montages, t'imagines même pas, parce qu'en plus je monte du coup tous les épisodes et j'y passe souvent 2-3 passages pour que ça soit vraiment affiné, pour que les sons soient bien, qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite, etc. Et du coup je réécoute. Et il y a des fois où je réécoute et je dis mais je vais pas laisser ça, putain j'ai dit de la merde, ou je suis con, ou je vais passer pour un petite merde. Mais en même temps après c'est aussi, et c'est pour ça que je suis content quand même de faire ce projet, c'est que c'est aussi la réflexion de ce que j'étais au moment où je l'ai dit. Et je l'ai dit en le pensant parce que j'essaye juste d'être dans un moment d'honnêteté quand je suis dans un café au 7 avec la personne. C'est sûr qu'évidemment... Louis et Fred c'est pas la même chose que Louis et Elise Moon. Elise Moon j'ai jamais vu, tu vois, la vérité du moment est différente. Oui. Donc mais par contre je suis vrai dans la vérité du moment, quoi, dans le contexte, je suis vrai dans le contexte, donc je peux pas enlever un truc, même si je dis un truc que je regrette ou je sais pas quoi, j'essaye d'en enlever le moins possible, quoi. Tu pourrais l'éditer. C'est le truc que j'ai eu beaucoup de mal quand on a fait Jokers, de savoir quoi éditer, parce que je me suis aperçu qu'on fait plus de blagues que dans un podcast de personnes qui se parlent. Par contre, toutes les blagues ne marchent pas à l'écoute.
Non, mais c'est moi, enfin bon, après moi ça c'est le truc de café, mais j'édite le moins possible quoi. C'est Ouais. le but. C'est après, même si c'est pas très divertissant parfois, bah écoute, c'était la vérité de ce moment-là quoi. Ouais, mais je dirais même, des fois, c'est mieux de garder que ce qui est pas. Enfin, pas à ce point, mais moi, des fois, j'étais là. C'est mieux de faire chier les gens, putain. Ouais, mais des fois, j'enlevais des blagues parce que je me dis, bah, quelqu'un qui était pas dans la salle, il peut pas. La blague, elle devient pas bien, elle devient genre parfois problématique, Ouais. mais parce qu'en fait, il y avait une bonne ambiance dans la salle, donc Ouais, on se c'est permettait différent. de dépasser un peu les limites. Quelqu'un qui écoute ça, bah, il a plus de contexte, il a plus ça. Et je pense que c'est la même chose que. Et d'ailleurs, dans cette démarche d'honnêteté, récemment, je me suis posé la question parce que, évidemment, que avoir un micro dans la main en ce moment altère la façon dont je parlerais si je l'avais pas, quoi. Ouais. Tu vois, c'est rien que ça. Tu vois, j'ai même réfléchi à potentiellement investir dans des micro-cravates pour, tu sais, cravater la personne dès qu'elle arrive et parler limite plus longtemps pour en couper 1 heure ou 2 dans la discussion. Mais parce qu'effectivement, rien que le fait d'avoir le micro à la main, déjà, je deviens Louis plus micro. Je suis pas Louis vraiment, quoi. Ouais. Tu vois, t'as forcément un truc. Là, tu Mais l'as oublié là, le micro, à là un moment, moi en fait j'oublie le micro, mais j'oublie pas la La machine qui enregistre. machine qui enregistre. J'oublie pas que quelqu'un écoute ça. En fait, Ah, ok. genre, j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne à côté de moi. Elle est là. T'es filtré, là, en ce moment Pas filtré dans le sens où je cache ce que je pense vraiment. Ouais. Filtré dans le sens En fait, évite les mots parasites. Ouais, ah, ok. Évite les mots. Ok. Parle d'une manière, parce que là déjà je me trouve pas spécialement Quoi clair. Ah, Claire, ouais. Non, ce genre de truc, je me sens déjà pas clair avec le micro, et je sais que sans le micro je serais encore pire. Ok. Ah, ok. Et Ça serait pire. Ok. Ouais. Donc, on a le maximum de la clairvoyance de Fred Cham en ce moment. et en Mais plus c'est- et en plus je suis sobre. Alors je veux dire, qu'est-ce que je suis clair. Putain, on a un Fred sobre et clairvoyant. C'est peut-être ça le titre du podcast, sobre et clairvoyant. Sobre et clairvoyant. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal d'ailleurs. Ouais, ok, ouais, non, c'est marrant. Ok, et bah écoute, non, mais j'avais encore quelques questions pour toi. L'une d'elles, c'était aussi quelles sont les 2-3 affaires que t'as suivies et que les gens ne suivent pas et dont tu sais des choses et que t'as envie de parler. Oh, bah celle en ce moment. Parce que Fred est très précis sur les affaires qu'il suit et tu peux en parler de façon très précise et c'est vraiment souvent très intéressant et pour juste on est passé à côté quoi. Bah, il se passe un gros truc en ce moment, d'ailleurs par Twitter, qui est. Putain, on aurait dû commencer le podcast par cette phrase. Il se passe un gros truc en ce moment, bam. Je devrais faire un podcast que comme ça. C'est juste les discussions que j'ai lues sur Twitter. Ouais, moi je voulais lancer un podcast où toutes les phrases commençaient par le sens de la vie, c'est. Est-ce que à chaque fois, c'est l'invité doit répondre Tu sais, tu lui dis pas que c'est ça. Tu les enregistres. Et à chaque fois, il dit, Non, mais ouais, il se passe un truc en ce moment où, pour moi, c'est un peu la conclusion à une certaine période d'Internet qui est en train de passer à la seconde partie. C'est quoi la première partie, la seconde partie? Vas-y. La première partie, c'est les gens découvrent Internet Ouais. et les gens découvrent que il y a des problèmes dans la société. Après des années et des années où on pensait que la plupart des trucs étaient réglés et où il n'y avait plus de racisme, il n'y avait plus de problèmes comme C'est ça. Et là, les gens découvrent des notions de féminisme, d'antiracisme et tout ça. Et il y a une sorte. Et ils découvrent aussi que les politiciens sont de pire en pire et que ça continue d'évoluer comme ça. Et ils découvrent le vocabulaire et ils créent des communautés, mais pas des communautés forcément physiques et militantes comme il existait avant, mais plutôt des communautés dans le sens où je reste un individu et je reste avec mes potes, mais maintenant on a le vocabulaire de dire que quelqu'un est grossophobe. Ouais. Et dans les années 90, je suis pas sûr que quelqu'un disait le mot grossophobe. Non. Voilà. Peut-être que les académiciens le disaient, peut-être que les militants le disaient, pas des gens c'est vrai. du monde de tous les jours. Donc là, il y a eu le premier contact avec ce vocabulaire. Il y a eu le deuxième moment où les gens, les geeks, les nerds, les gamers ont eu ce réflexe de il y a trop de gens normaux sur Internet et notamment il y a trop de femmes et il y a trop de gens qu'on n'aime pas, il y a trop de gens de gauche limite. Ok. Et il Les y a geeks eu n'aiment pas les femmes et les gens de gauche. non, je fais une espèce de caricature d'un certain mouvement Ok. qui a mené à ce qu'on a appelé le Gamergate, qui étaient des gens dans le jeu vidéo qui, sous couvert de dire oui, les journalistes de jeux vidéo, ils sont payés pour dire du bien des mauvais jeux, on les déteste, c'était une espèce de grosse campagne de harcèlement et envers
que ce soit des journalistes de tout type, mais aussi beaucoup féminins, et aussi des développeuses, etc. Et ce terreau-là a en fait servi, je pars de loin, mais ce terreau-là a servi à des gens pour se rendre compte, en fait, comment on utilise une foule sur Internet pour envoyer leur colère contre des gens. C'est notamment Donald Trump, si tu nous écoutes. C'est un des conseillers de Donald Trump. Je sais plus son nom. Il était l'éditeur au journal Breitbart. Je le prononce mal aussi. Ouais. Qui notamment s'est servi de la campagne de Gamergate dans la campagne de Trump. Ok. Et pareil, le Brexit, ils se sont servis des choses qui ont été apprises à ce moment-là. C'est intéressant, ok. Donc les 2 gros mouvements un peu qui ont changé le monde récemment, c'est des mouvements qui viennent de ce truc-là. Beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'alt-right. Ok, C'est les alternative right, là, les néo-nazis. Et pour un chat. Ben c'est eux qui ont un peu découvert ça, parce qu'en fait ils ont été créés par des communautés qui viennent du web, qui avant étaient sur des petits forums comme des petits forums, des choses comme 4chan, les endroits où t'allais adolescent pour regarder des conneries et c'est résumé par cette intelligence artificielle qu'on a créée pour juste apprendre grâce aux commentaires, et qui en 24 heures est devenu néo-nazi, quoi. C'est ça. C'est une histoire incroyable quand même. On a inventé une intelligence artificielle, on l'a mis sur Internet pour qu'elle apprenne, à l'auto-apprenne sur Internet, et en 24 à parler aux gens et avoir des conversations. Et en 24 heures, elle disait des phrases comme Obama est un singe, Hillary Clinton est une reptilienne, les Juifs sont je sais pas quoi. Enfin, c'est en 24 heures, quoi. Ouais, tout ce que les gens lui ont envoyé, c'est ouf. Toute la culture d'être un troll, qui vient de là. Ça, c'est South Park l'a très bien dit, ça. L'a très bien fait, la culture du troll. South Park, ils ont ce côté de, à la fois, ils ont aidé à ça, et en même temps, quand tu regardes les dernières saisons, ils sont tellement, pas clairs, mais lucides sur ça, au point où quand ils introduisent le personnage de principal politiquement correct, ils sont... En fait, ce qu'on attendait, c'est que Cartman, le pire troll de la Terre, soit en guerre contre le politiquement correct, le personnage qui représente le... Et au final, Cartman a fait « Ok, j'ai perdu, du coup j'apprends son vocabulaire, et maintenant c'est moi le mec le plus politiquement correct du monde. » Mais tu sais que la phrase tournante de l'histoire de South Park, pour moi, c'est quand Trump a été élu, qu'ils ont fait l'histoire pour ça, et qu'il y a Cartman qui s'est assis sur un banc et qui dit à sa copine « Pour la première fois de ma vie, j'ai peur pour le futur. » Et Cartman a changé ce jour-là, quoi. Parce qu'ils ont pas réussi à prévoir Hillary. Ils sont tellement dégoûtés. Ouais, c'est ouf. Ils étaient persuadés que... Mais du coup, donc, cette grosse histoire. Donc voilà, ça c'est pour situer un peu d'où ça vient. Et là, on est dans une dernière... en une nouvelle ère où, je sais pas si tu as suivi ça, le réalisateur de Gardiens de la Galaxie s'est fait virer par Disney. Donc il va pas écrire et réaliser le prochain Gardien de la Galaxie parce que des gens de l'alt-right ont retrouvé des anciens tweets, les néo-nazis, ils ont trouvé d'anciens tweets à lui d'il y a 10 ans, en 2010, où il fait des blagues vénères à base de des blagues où il dit le mot pédophile, où il parle de viol d'enfants, etc. C'est pas compatible avec Disney, quoi. Mais il le savait, genre ok. Le mec, il a fondé sa carrière sur des films qui sont très gore, même son film qui est quand même bien d'avant avant Les Gardiens de la Galaxie, le film Super, il est bien ce film, avec Ellen Page et Rainn Wilson, ce qui est très bien. À un moment, il y a une agression sexuelle de Ellen Page, genre il y a ce côté de mauvais garçon, de on va faire une blague qui choque, c'est drôle, tu vois. Et du coup, on a retrouvé ses tweets. Donc ils ont trouvé ses tweets, ils ont dit à Disney, un peu fait l'amalgame de regardez, on a la preuve qu'il est pédophile. Et Disney, qui voulait peut-être probablement déjà le virer, donc ils ont sauté sur l'occasion, mais je sais pas s'ils ont dit pourquoi ils l'ont viré vraiment. Mais en tout cas, Disney a viré James Gunn. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les mecs se sont dit « Oh, on peut faire ça maintenant. On peut faire ça, on peut utiliser une colère qui avant était une colère, on va dire, de gauche, parce que juste avant, il y a Roseanne qui avait une sitcom et qui est un peu connue pour ces dernières années. Elle était très de droite, très marquée à droite. Et là, elle a repris une sitcom dans laquelle elle imagine son personnage de Roseanne, qui était une blue collar, genre en dessous de la middle class, je sais pas,
Donc travailleuse, elle a voté pour Trump. Et Mhm. on refait la série à partir de ce point-là. Et elle s'est fait virer parce qu'elle a eu pendant une nuit des propos racistes de type Obama est un singe. Ah ouais. Elle est partie en live. Elle a pris de la drogue peut-être. Je crois qu'elle avait pris un médicament. Ok. Mais de base, c'était plutôt reconnu qu'elle était républicaine, Ok. plutôt raciste. Ok. Ah ok. Et elle s'est fait virer par ABC, je crois, Ok. qui appartient à Disney, donc c'est aussi Disney. Et les mecs se sont dit, attendez, vous faites ça à nos gens qui aiment Trump, bah nous on va faire ça à vos gens qui détestent Trump. Ok. Donc les néo-nazis se sont dit, on va créer des foules en colère, mais on va pas les créer contre genre de n'importe quelle manière. On va prendre des gens qui ont fait des blagues chaudes il y a 10 ans quand personne n'avait le vocabulaire pour se plaindre, et on va l'amener aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, et on va les faire tomber. Et notamment, ils ont aussi essayé d'attaquer Dan Harmon pour un vieux sketch Ouais. où en gros, ils voulaient parodier l'idée que la télévision commençait à avoir avec Dexter, du tueur en série au grand cœur. Et du coup, il a fait un sketch de très mauvais goût de pédophile au grand cœur. Tu vois, Ok. genre. Et comment la télévision envisagerait cette idée-là. Ok. Et forcément, le sketch est ignoble parce que la blague, c'est d'être le plus offensant possible. Ouais. Et ça, en fait, de le ressortir maintenant dans le contexte actuel, bah ça passe pas. Ouais. Et Mais du coup, la deuxième phase dont tu me parles, elle est pas du tout cool, quoi. bah cette phase-là, la phase dans laquelle on est, parce que pour moi, la deuxième phase, c'est plutôt le moment où c'est plutôt un moment cool d'Internet qui se rend compte qu'on peut faire des foules en colère contre des problèmes, et ça donne le hashtag MeToo. Ok. Donc maintenant, on peut s'exprimer et on peut faire tomber des gens qui Ok. avaient le pouvoir, on peut faire tomber Harvey Weinstein, Ouais. parce que maintenant, on sait l'exprimer. Ok. La troisième phase, c'est tous les néo-nazis qui disent « vous savez qui on peut faire tomber aussi parce qu'ils ont eu des propos qui sont pas très cool à un moment ?» Bah, c'est des gens qui ont prouvé que maintenant, ils ont évolué. Parce que James Gunn, typiquement, ça fait 10 ans qu'il a changé au fur et à mesure, qu'il est devenu plus intelligent. Il s'était déjà excusé pour ses tweets qui avaient déjà été trouvés en 2012, je crois. Il avait été embauché par Disney en connaissance de cause. Les Gardiens de la Galaxie, c'est 2 films qui parlent de comment t'es quelqu'un de toxique qui change. Mhm. C'est tous les personnages sont des personnages toxiques qui essayent de changer. Donc vraiment, alors, tu peux pas attaquer James Gunn sur ça maintenant. Mais si t'enlèves le contexte, Ouais. et ce qu'il a fait il y a 10 ans, c'était vraiment pas cool. Donc la et, décontextualisation, c'est le nouveau truc d'internet, quoi. il me semble que c'est, je sais pas si ça va prendre, mais en tout cas, Du coup, ça va rendre lisse tout le monde, quoi. On n'a plus rien le droit. Enfin, on doit. Alors je pense pas, parce que ça aussi pareil, c'est le truc de on est en train de devenir une société lisse. Je suis pas d'accord. Je trouve que un des trucs les plus genre typiquement un des specials les moins lisses que j'ai vu cette année, c'était Nanette. Ouais. Et Nanette, c'est quelqu'un qui Anna Gabzi, finalement dans ses propos, on pourrait appeler ça du politiquement correct. Ouais, c'est vrai. Alors, arrêtez de faire des blagues sur les gens qui sont différents de vous. Ouais. C'est politiquement correct. En vrai, j'ai trouvé ça hyper fort et hyper osé d'utiliser sa plateforme pour dire ça. Ok. Et du coup, là, être dans une époque aujourd'hui où, enfin, tu vois, je vais sortir un peu du contexte, mais où un texte, par exemple, peut se faire virer pour une blague, tu trouves ça bien ? bah, en fait, ça dépend du contexte. Ok. C'est ce que Trevor Noah, ce qu'il dit, c'est vraiment. En plus, il l'a dit juste avant que le truc de James Gunn arrive, et je pense que c'est lié, Ok. à mon avis. Mais que quand on commence à arrêter de prendre en compte le contexte, maintenant que tout le monde maîtrise le vocabulaire, c'est là que ça devient dangereux. Ok. Parce que maintenant, les gens qui sont abominables, le prochain Harvey Weinstein, il sait parler comme la fille qui a dénoncé Harvey Weinstein. Ouais. Donc du coup, il a Bah, les ça, mots. c'est la blague de il Dave a Chappelle dans son spectacle. Hein. Quand il parle aux meufs et qui dit moi, je sais, je suis un homme noir aux États-Unis. Et là, en fait, vous avez effrayé les gens puissants, les blancs, entre guillemets. Mais sauf qu'ils vont revenir et ils vont être plus forts, quoi. Ouais, ils vont. Si on commence pas à trouver une autre. C'est un peu ma théorie Finale. Ouais, finale un peu sur ce que Internet m'a fait comprendre, c'est que et qui fait que pour la raison pour laquelle j'arrête de beaucoup de débattre sur Internet, c'est que si on commence pas à comprendre comment marchent nos outils de communication et
Donc, outil de communication, c'est-à-dire notre langage, notre vocabulaire, qui a permis à des gens de reprendre confiance et de retrouver une force contre des gens qui avaient le pouvoir. Si on se rend pas compte de comment ça marche ça, et ben en fait, on va juste donner ces armes-là à gens qui vont vouloir reprendre le pouvoir. Et je sais pas si... C'est quoi la solution ? C'est recontextualiser en fait. La solution, c'est dur, mais c'est de... Qu'est-ce qui manque de contexte aujourd'hui dans le paysage global des scandales qu'on voit ? C'est par exemple Twitter. Ouais. C'est par exemple Twitter. C'est un outil qui est formidable, mais qui en même temps décontextualise. C'est Internet en général. C'est le fait que maintenant, si je te montre une info, t'as pris le réflexe de pas regarder. C'est un toit rhétorique. Hein, oui, bien sûr. Je suis pas du tout comme ça d'ailleurs. Mais j'allais te le dire. non, en vrai, j'avais pas pris comme ça. Mais du coup, t'as pas le réflexe de regarder si c'est une info nouvelle, récente, contextualisée, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des sites qui doivent se faire une thune monstrueuse. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, je crois que le taux de clic, par exemple sur Facebook, est très faible. En fait, les gens lisent les gros titres et se font une opinion à partir du gros titre qu'ils voient, quoi. Ouais. Donc si c'est pour ça que je lis pas trop de trucs. Oui, parce qu'au final, moi, je lis plus les articles, je lis les réactions. Parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand tu sors, quand tu vois une blague ou une info d'il y a longtemps et que tu la vois ressortie aujourd'hui, comment les gens réagissent. Parfois, je me rends compte, il y a des vieilles blagues qui soudain ressurgissent. Et les gens, parfois, ils réagissent pareil qu'il y a 5 ans, quand c'était la même blague. Parfois, ils réagissent pas pareil. Mais c'est Sarah Silverman qui avait dit ça très intelligemment. En disant ils ont essayé de l'attaquer, elle aussi. Ouais, elle a répondu dans I Love America. Non, récemment. Les néo-nazis ont réessayé avec elle, comme James Gunn. Parce que récemment, elle a répondu. En tout cas, il y a peut-être un peu moins récemment, mais elle avait dit un truc de... Il y a des passages à moi sur Internet dont je suis pas du tout fier aujourd'hui, où j'aurais jamais dit ça aujourd'hui, mais je suis content qu'ils soient sur Internet pour que les gens comprennent qu'à l'époque, on pouvait dire ça, et qu'à l'époque, je me considérais pas comme une mauvaise personne, mais que ça existait. Et je suis content qu'il y ait une trace de ça pour qu'on voit l'évolution. Parce que ça va avec la phrase d'Obama au discours de Selma en 2015 que je trouve incroyable, qui dit ceux qui pensent que c'était mieux de vivre il y a 30 ans pour les minorités, c'est faux. Par contre, ceux qui pensent qu'aujourd'hui on a terminé le combat, c'est faux aussi. En fait, on est juste au milieu d'un processus, voire peut-être même au début d'un processus. Mais juste, il faut comprendre qu'il y a un début qui était pire et il y a une fin qui sera mieux. On l'espère mieux. Mais du coup, il y a la contextualisation. Ok, donc ça c'est le gros truc d'Internet en ce moment. Tu viens de nous expliquer Internet là. C'est quand même pas rien, quoi. J'aimerais beaucoup être capable, en vrai, d'avoir ce côté-là, de tellement de recul que je comprends comment le présent est pour quelqu'un du futur. Et c'est parce que c'est ça qui m'intéresse dans l'histoire. Et ça, c'est le gros problème des historiens. Les historiens, ils attendent la fin d'une époque pour l'analyser. Hein. Mais oui, mais parce que c'est trop intéressant de se rendre compte. Ah oui, ça c'était horrible, mais à l'époque ils pensaient ça aussi. J'avais lu un truc très drôle sur. En fait, les historiens attendent vraiment la fin des siècles pour analyser le siècle. Et en fait, ils avaient fermé symboliquement le XXe siècle après la chute du mur de Berlin. Pour commencer à l'analyser. Du coup, ils ont fait plein d'analyses sur le XXe siècle, etc. Et il y a eu le 11 septembre 2001. Et en fait, le 11 septembre 2001 a tout changé pour eux. Et du coup, ils ont dû revoir toutes leurs analyses en incluant de 1989 à 2001 l'analyse sur le XXe siècle qui a complètement tout changé du coup. Et du coup, ils ont dû réouvrir toutes leurs analyses, quoi. C'était hyper intéressant. Ah bah tu m'étonnes parce que le 11 septembre c'est pas juste un déclencheur qui vient de nulle part. Il a son pied dans les années 80, qui ont leur pied dans les années 70 puis 60. C'est pour ça qu'ils ont rouvert le siècle, quoi. Ah ouais. Donc la contexte, ça va avec ce qu'on dit, quoi. Ok. Et du coup donc phase d'internet, ça c'est très intéressant. Un autre truc que t'as suivi récemment peut-être. Pour terminer peut-être d'ailleurs, je sais pas combien de temps. Oui, on a dû faire. Oui. À ton avis, ça fait combien de temps? Je sais pas, je dirais 1h30, mais j'arrive pas à voir. Un peu moins. Vas-y. Et j'aime bien dire le temps dans un café au Lucette. À un moment donné, je le fais souvent vers la fin parce que comme il y a un peu de montage quand même, souvent c'est parce que j'enlève du début parce que le début est souvent moins fluide que la suite. Mais du coup, j'aime bien dire le temps pour que les gens ils disent ah bah ça fait 1h20 et qu'il y a que 1h14 et qu'ils se demandent où c'est parce que comme je monte plutôt bien. Les gens voient pas où ça a été coupé. Non, en vrai, c'est une blague ça. Mais dire le temps pour qu'ils voient les gens après où ils en sont et voir si ça a été coupé ou pas. Donc là, ça fait 1h24 en vrai. Et on verra combien de temps on sera à ce moment-là quand je lancerai l'épisode. Du coup, pour finir, une dernière affaire. Allez.
Bah moi j'aimerais plutôt finir parce que Alors, vas-y. moi ce que j'aime imaginer, Vas-y. c'est que je t'ai aidé à faire Ouais. à lancer ton premier podcast. Ouais. J'ai envie de me dire, là tu arrêtes le One More, donc c'est un peu la fin d'une période pour toi aussi. Ouais, ça fait 2 ans, ouais. Et du coup j'ai envie de dire, genre si je suis là aujourd'hui, c'est un peu pour faire un peu la conclusion d'un truc. Ok. Du coup c'est quoi, là ça fait quoi? Ça fait 1 an que tu, peut-être 2 mois, ça fait des mois, 48 semaines. 48 Tu vas semaines. être la 48e semaine. Ok. Est-ce que t'as une sorte de bilan? Après, c'est peut-être pas l'épisode où t'as envie de faire ça, mais est-ce que Non, t'as c'est une- pas un bilan, mais c'est intéressant. En fait, déjà, je veux faire symboliquement 52 semaines, 52 épisodes. Ouais. Donc ça, c'est le but à court terme, là, dans 4 semaines. Enfin, au moment où ça sortira, dans 4 semaines. Donc, ça sera vraiment un épisode par semaine pendant 1 an. Voilà, c'est ça a été le but. Et après, Et tu sans l'as me tenu. fermer au fait de continuer toutes les semaines, quoi qu'il arrive, pourquoi pas faire 520 épisodes en 10 ans, tu vois, genre, pourquoi pas, tu vois, genre, faire continuer cette régularité. Le problème, c'est qu'après, je commence aussi à avoir invité tous les gens que. Enfin, il y en a d'autres qui vont arriver, bien sûr, tu vois, il y a des gens que j'ai pas, qui sont pas venus, qui vont venir, peut-être des gens que je connais pas d'ailleurs, tu vois, genre, si après, il y a des gens comme Alain Chabat, comme même Depardieu, j'aimerais beaucoup, enfin, tu vois, des gens comme ça pourrait être intéressant, donc pourquoi pas faire évoluer à d'autres types d'invités, pourquoi pas réinviter les gens. Ça, c'est un autre truc qui me va aussi. Donc, moi, je vais au bout des 52 semaines et après les 52 semaines, je vais voir. En gros, je sais pas si je garde la régularité, je sais pas si. Est-ce que je le vois, ça se trouve, tu vois, en mode bon, bah voilà, 52 semaines, 52 épisodes, un café au Losset, c'est fini. Et on attend, on fera un autre truc après. Ou est-ce que je continue? Enfin, je vais me poser ces questions en vacances, justement, pour voir comment ça se passe quand j'ai le cerveau un peu libéré, comment je vois ça. Mais pour l'instant, le fait est que je suis assez partagé entre le fait que je veux pas que ça soit chiant et que 5e fois Paul de Chavannes, même si j'aimerais beaucoup l'inviter, que dans un monde parfait, je pourrais inviter Paul de Chavannes 5 fois, mais je veux pas que les gens se lassent, entre guillemets. Je veux pas faire un podcast pour moi, quoi. Dire que il y a à la fois le plaisir de le faire, c'est ça qui est assez bizarre, il y a le plaisir de le faire de ouf. Et vraiment, parler à une personne par semaine, j'adore ça. Monter l'épisode, c'est devenu un truc de mon quotidien. Enfin, j'aime beaucoup quand des épisodes sortent, j'aime beaucoup ça. Mais en même temps, ce truc de si les chiffres descendent, je veux pas non plus être un kamikaze en mode je vais mourir avec mon podcast alors que les gens s'en foutent, quoi. Je veux pas que les gens finissent par s'en foutre. Donc pour ça, il faut que soit ouais. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a une part qui est devenue un peu un travail que tu fournis à des gens? Non, ce que je fournis, moi, en gros, je fais peu de contenu. Sur internet et du coup peu de contenu, du coup je fais plus d'1 heure de contenu par semaine depuis 1 an, donc c'est beaucoup de contenu au final, mais c'est le seul contenu et c'est un contenu qui me va bien parce qu'encore une fois, comme le podcast c'est un médium qui est pas très écouté et du coup j'ai des plutôt très bons chiffres, mais pour un podcast j'ai pas des très bons chiffres pour ce qu'on peut voir sur internet, sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc c'est un petit, et moi comme je me considère pas prêt au niveau de la comédie sur scène, enfin je travaille tous les jours et puis ça s'améliore, mais comme je considère que je suis pas prêt à avoir une exposition de ouf, je trouve que le podcast c'est vraiment un médium vraiment parfait pour ça, quoi. Ça me permet d'avoir des gens qui écoutent, qui suivent. Il y a des gens qui écoutent toutes les semaines, il y a des gens qui écoutent les épisodes, des gens qui connaissent, il y a des gens qui écoutent quand ils s'ennuient, il y a des gens qui se lancent maintenant et qui en écoutent des anciens. Enfin, j'aime beaucoup cette idée parce que je pense que si t'écoutes ça, tu vois que je fais ça parce que j'aime ça, enfin entre guillemets. Mais par contre, après, je veux pas non plus, je te dis, prendre l'avion et l'amener dans la montagne, quoi. Donc je sais pas trop ce que je veux faire avec ça. D'accord, ouais. Donc le bilan, c'est que pour l'instant, je me suis amusé de ouf pendant 48 semaines et j'ai pas vu le temps passer. Tu vois, il y a eu des moments difficiles, de beaucoup de boulot, on va dire, mais en vrai, j'ai kiffé. Enfin, j'ai pas vu les 48 semaines passer, quoi. Ouais, t'es allé au bout de l'expérience et... Je sais pas si c'est au bout. Je sais pas si je suis au bout au début. Pas au bout maintenant. Oui. Je sais pas si je suis au bout. Peut-être dans une semaine, tu diras, en fait, j'en ai marre. Mais tu vois, ouais, mais ça va comme le One More. Le One More, tu vois, il y avait ce côté de... Ouais, j'ai vécu une année de ouf. Je crois qu'inconsciemment, le One More, ce qui m'a fait arrêter, à mon avis, enfin, qui m'a fait prendre la décision, c'est la soirée au mois de février où Gad Elmaleh est passé pour la première fois. Ouais. Parce qu'il y avait 150 personnes dans le One More. Il y avait un line-up de ouf avec Roman. Il y avait Gad qui est passé, mais il y avait Yacine Bellous, il y avait Paul de Chavannes, il y avait Kian, il y avait un beau line-up. Et là, vraiment, il y a eu Gad Elmaleh qui est passé en avant-dernier, avant-avant-dernier. Après, il y a eu Kian, après, il y a eu Roman, et ça a été la fin. Et vraiment, j'ai vu une salle, enfin, une ambiance que j'arriverai jamais à refaire, en fait. Tu vois, genre, c'était le top, quoi. Il y aura plus jamais cette ambiance dans le One More. C'était le pic One More, ouais. La folie, quoi. Les gens, je te dis, pendant le dernier passage, pendant Roman, les gens, ils rigolaient plus, ils criaient. Parce qu'ils avaient oublié comment on rigolait, quoi. Ils avaient plus les codes. C'était de la folie. Vraiment de la folie. Et du coup, je crois qu'inconsciemment, il y a eu ce côté de je pense que je pourrais pas faire mieux. J'ai fait un cycle. Moi, le fait d'avoir eu un plateau dès le moment où je me suis lancé,
Bah, ça a fait que je me suis construit comme étant un stand-upper qui a un plateau, et j'aimerais savoir ce que c'est que d'être un stand-upper qui n'a pas de plateau, pour voir aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure. Du coup, là, j'ai senti la fin de cycle au One More, j'ai senti la fin d'une aventure, entre guillemets. Le Café au 7, justement, la question c'est de savoir est-ce que c'est la fin de cycle ou pas, quoi. Je sais pas. Et un café au Le 7 en public, est-ce que. Vu que... Shirley m'a proposé pour le festival stand-up, la Café. Mhm. Au final, je vais pas faire comme ça, il y aura un podcast qui sortira à ce moment-là qui sera un peu différent, et les gens verront à ce moment-là. Mais en public, je trouve que c'est un peu bizarre parce que déjà que sur scène, je suis pas forcément encore assez fort. Je me considère pas comme étant assez fort pour mériter que les gens payent pour venir me voir. Alors le coup de je vais parler devant vous, je trouve qu'il y a vraiment un côté tu vois, genre chelou, quoi. Genre venez m'écouter parler avec un copain. C'est ce que je disais à propos de la présomption, quoi. Genre, Ouais, mais ça me stresse, tu vois. Genre j'aime pas ce côté de j'ai un copain rigolo, venez nous écouter, tu vois. Ouais. Je trouve ça bizarre. Pour moi, parce que je considère que j'ai pas de niveau. Merci de dire pour moi, parce que tu viens de critiquer genre ce que j'ai fait avec Nathan. Non, parce que vous aviez un truc très particulier. Je pensais Non. aussi par exemple à Seb, qui fait un truc en public, mais Seb il a 4 personnes, il prépare beaucoup et il y a des rires tout le temps. Moi j'ai pas cette urgence de rire, forcément quand je fais un podcast. Peut-être que ça me le ferait là. J'ai des idées aussi après, tu vois. Mais c'est un truc que genre j'aimerais bien que le stand-up évolue un peu vers ça, qu'on commence à voir. Enfin, ça La existe déjà discussion, beaucoup. Ouais. Ouais, que d'avoir des scènes de stand-up dans lesquelles les gens savent qu'ils ne viennent pas forcément pour rire, mais qu'ils viennent pour écouter des gens. Et moi, je sais que par exemple, il y a un podcast de stand-up que j'aime beaucoup qui s'appelle Put Your Hand Together, Ouais. présenté par Cameron Esposito Ok. et Rhea Butcher, et qui, du coup, il est présenté par 2 humoristes lesbiennes en couple. Ouais. Et ce serait, grosso modo, si je devais faire une très mauvaise description de podcast, ce serait un plateau stand-up tenu et présenté par des social justice warriors, tu vois. Ok. Donc, C'est quoi des social justice warriors? Euh, Moi, c'est- je vois à peu près, mais pour dire. ouais, des personnes qui sont très à cheval sur on essaye de pas faire du contenu qui blesse les gens et on essaye d'être clean avec certains sujets. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Cameron Esposito, elle a fait un stand-up, un special sur son site, qui est disponible, je crois, gratuitement, qui s'appelle Rape Joke, Ouais. donc blague de viol. Ok. Et parce que justement, elle prend à peu près la même question que Anna Gatsby, Ouais. qui est peut-on rire de tout? Ouais, ouais. Anna Gatsby, elle fait mais déjà, c'est quoi rire? Est-ce qu'on Ouais. devrait pas faire attention à ça? Et elle fait quand on rit de tout, comment on en rit? Et je trouve ça, genre, c'est très intéressant. On rit pas qu'en fait, tous de la même façon, quoi. Ouais. On rit pas de tout de la même façon, et du coup d'appeler littéralement son spectacle blague de viol et de parler de son expérience avec du coup des agressions sexuelles, c'est quand tu vas voir un spectacle comme ça, tu y vas préparer. Ouais. Et genre j'aimerais bien que le stand-up français dans le futur, il s'habitue un peu à ce que parfois il faille y venir préparer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pas du style, pas préparé comme actuellement. Moi, je sais que j'ai des potes qui viennent pas voir du stand-up parce qu'ils ont pas envie de voir des mauvaises blagues, ils ont pas envie de voir des blagues pas finies et tout ça. Moi, j'aimerais qu'il y ait des gens qui viennent préparer au fait que quand les gens vont parler du sujet, ils vont parfois en parler peut-être trop sérieusement Ouais. pour du stand-up. Se prendre au sérieux. Se prendre un peu au sérieux, se dire... Moi, je pense que c'est dangereux, ça. Enfin, faut être quelqu'un de bien, faut aller vers ce que tu dis, d'être de plus en plus juste dans ce que tu dis pour pas choquer, et ça je suis complètement d'accord, et c'est pas pour pas choquer parce que c'est pas bien de choquer, mais pour faire attention aux sensibilités de chacun dans la salle, etc. Ça je trouve que c'est très important, mais je pense que c'est en le faisant, en se prenant au sérieux qu'on peut se tromper de route, quoi. Parce que le but c'est aussi, et ça je l'ai redécouvert en écoutant des albums audio en ce moment, le but c'est de défoncer la salle comme je peux l'entendre sur certains specials de Louis C.K. ou de Norm Macdonald, quoi. Oui. Tu vois, le but aussi, ça reste ça aussi, c'est qu'à un moment donné, moi, le plaisir jouissif du stand-up, ça reste quand même d'entendre des salles qui arrivent plus à respirer, alors que le mec rajoute des blagues et que ça les retue derrière, mais ils savent même plus comment reprendre leur souffle, quoi. Pour moi, c'est 2 explorations qui font partie du stand-up. C'est comment je change la perspective des gens sur quelque chose Ouais. et comment je les fais rire. Ouais. Et pour moi, les deux peuvent se mélanger, mais elles peuvent aussi complètement partir que vers l'un ou que vers l'autre. Ouais. Et je trouve, le problème d'aller que vers le rire, c'est que tu peux aussi dire des choses affreuses et qui font rien changer du tout, Ouais, mais non, et non, c'est qui pas le même, but, genre, on va dire, disent aux gens horribles que c'est bien d'être horrible. Ouais, c'est pas Ça, c'est le pendant mauvais. Et effectivement, l'autre pendant du stand-up qui est de changer la perspective, ça peut être en fait, c'est incompréhensible et je m'ennuie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que j'aimerais bien avoir que le stand-up français s'habitue à ça, en fait. Ok. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, je pense
on a des gens dans le stand-up actuel qui essayent ça, mais que le public est pas encore là pour ça. Ouais, ok. Il est plus pour le rire. Ok. Bon, bah écoute, comment on conclut cet épisode, Fred? Une chanson. Allez. Non, j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée? Mais non, si. Non. Je te prends de court. Je te propose qu'on fasse un battle royale. Ouais. On va jouer à des jeux vidéo, quoi. Et, c'est comme ça que je termine mes journées généralement. Donc je propose de faire ça. Ok. Qu'est-ce que t'as pas un gimmick Non, d'habitude? justement, je dis souvent aux gens comment on peut finir ce podcast généralement. C'est quoi la meilleure idée que t'as eue? Dans ma vie? Non, dans le dans les podcasts. Dans les podcasts, non, j'ai pas eu tant de bonnes idées à part le fait d'inviter des bonnes personnes. Ouais, genre préviens à l'avance. Dis-le et prépare ta meilleure idée de conclusion. Non, faut pas préparer, faut qu'il y ait une vérité du moment. Mais je peux couper avant aussi. Hein. Ouais, mais je pense que c'est le montage. Hein. C'est la solution à tout. Allez, la clé c'est le montage. La clé, Et c'est le le montage. contexte, putain. Et le contexte. Souvenez-vous, contextualisez vos Voilà, on va Votre vie. on va finir là-dessus parce que Voilà. c'était, je pense, le truc le plus important. Contextualiser tout ce que vous faites. C'est ça. Lavez-vous les dents et contextualisez. Ok. C'est les. Bah voilà, et tu vois Les qu'on deux arrive à une conseils. conclusion. Ok, merci Fred, c'était cool. Merci. Je crois qu'à